Détendez-vous avec les programmes estivaux de Dieu Actif. J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Vacances, le dernier de cette saison estivale. Et le dernier de Jean peut-être, puisque fini. Oui, Quoi peut-être parce qu'avec mes nouveaux horaires. Ah, t'as des nouveaux horaires, Je finis merde. plus tard, donc peut-être je pourrais pas y arriver. Enfin, j'arriverai peut-être. Ah oui, c'est vrai, Mais c'est pas grave, tu seras genre l'entrée de star, tu vois, les stars elles se font toujours attendre. Mais l'été prochain, je veux dire, tu seras pas là, donc. Ah non, l'été prochain non. Et ben voilà. Je sais pas. On va voir Skype peut-être. Mais Peut-être, ouais, allez. peut-être, Oh, effectivement. liaison satellite, genre. Donc cette semaine, déjà, on va dire bonjour à l'équipe. On a encore une équipe réduite. Mais c'est pas que grave, les meilleurs, c'est voilà. que les meilleurs, exactement. Donc bonjour Jean, Bonjour, qui est un peu fatigué puisqu'il a eu un gros week-end. C'est ça de faire la fête. Vraiment. Et bonjour Faye, avec qui j'ai fait la course et Bonjour. j'ai perdu. Et j'ai gagné. Alors, on s'est fait un truc à la How I Met Your Mother. On a pris chacun un chemin différent pour arriver. Et moi, je lui disais que c'est mon chemin qui était le plus court. Et il me soutenait le contraire. Et bien, je suis arrivé avec plus de 5 Ouais, mais minutes moi c'est d'avance. parce que j'avais 2 arrêts de tram en plus. Vous êtes des bébés. Ouais, écoute, faut bien s'occuper, hein. Voilà. Sinon, ça va très bien, James. J'étais fatiguée, mais j'ai vu une vidéo qui m'a remonté le moral. Non, Il on ne s'agit de parlera Star pas Wars. de Star Wars. Un nouveau teaser, Ça ne oui, fait pas c'est trop partie. bien. On va parler de la D23, Si. mais on va. D'ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi D23 s'appelle. Bah, c'est Disney 23. Oui, mais voilà. 23 pourquoi? Parce que c'est un chiffre de Lost. Bah non, ça n'a rien à voir avec. Bah, parce qu'ils aiment Lost et tout. Voilà. C'est comme ça. Je sais pas du tout. Eh bien, donc si vous c'est avez la réponse, 3615 code de Comics Discovery, vous dites ça. Le chiffre avec Jim Carrey, le film avec Jim Carrey. Ah oui, c'est le vrai, nombre là, 23, le c'est nombre vrai. 23. Bah donc dites-nous en commentaire pourquoi Disney 23. Donc c'est une convention de Disney où ils donnent leur news. Mais il y a il y a du public qui est invité ou c'est juste Bien sûr, oui, tu peux y aller. Oui, oui, Ok. oui. Il y a des gens qui étaient, il y avait C'est des. juste une grosse conférence de presse. Oui, oui, c'est une grande convention pour tous les trucs Disney, et puis ils en profitent pour faire des panels, pour présenter un peu tout ce qu'ils vont faire. Il y a des ateliers, il y a des. Bah, tu peux il y a autre visiter chose des que choses, les, t'as des costumes conférences exposés, de t'as presse. des stands, Oui, voilà, t'as pas. Ouais, c'est comme la célébration en fait. Ouais, Sauf que enfin, c'est sur Disney. sauf que c'est sur Disney, voilà, si tu Ok. veux, pour simplifier. D'accord. Mais la célébration c'est mieux parce que c'est que Star Wars. Donc, important. enfin, je sais pas, avant, on l'a eu, cette news est tombée avant la D23. Mhm. C'est un peu la grosse news qui a fait parler. La série de Qui a Kenobi. fait couler, non, c'est pas du tout ça. Qui a fait couler de l'encre, donc, Le si vous trailer suivez pas de les The coulisses du Mandalorian. MCU, vous savez pas que la licence Spider-Man n'appartient pas, Ah oui. aux géants aux oreilles, aux grandes l'avait oreilles, déjà mais, aux japonais de Sony. Mais je répète pour les gens qui ne sauraient pas et qui écouteraient pour la première fois ce podcast. Eh bien, n'hésitez pas à découvrir les autres émissions. Mais ils ont réussi à avoir un deal avec Disney et du coup ils coproduisent ensemble les films autour de Spider-Man et du coup ils touchent. Moi je crois que Alors, normalement, le deal de départ, c'était Disney qui touche 5% des recettes de films. Tout le reste va à Sony. Ouais. Par contre, Disney, ils ont les produits. tous les produits dérivés. Toutes les recettes de produits dérivés. la semaine dernière une nouvelle qui a fait trembler Internet. C'était que Disney et Sony n'étaient plus en deal, enfin ne s'entendaient plus sur ce deal. Tu veux dire, c'est Sony qui veut du pognon. Alors, c'est difficile de démêler le vrai du faux parce que il y a eu plusieurs personnes qui ont communiqué sur ça et il y a un peu tout le monde dit tout et n'importe quoi. La version de Sony, c'est que Kevin Feige serait trop occupé par ses autres IP, enfin ses autres licences pour s'occuper de coproduire correctement Spider-Man, donc c'est pour ça qu'ils arrêtent de la coproduction avec Infinity, donc avec Marvel Studios Par et contre, le MCU. j'ai une question. Ils arrêtent la coproduction, ok, mais qu'en est-il du prêt de personnages pour les films, par exemple, style Avenger? Non, Est-ce je que pense ça, pas c'est que ça conservé Je ou pense pas? que Ça part avec, Parce ouais, que ça, ça, c'est tu avec, peux garder ça aussi. Enfin, voilà, Bah, le je prêt sais de pas. personnages. Je suis pas dans les petits papiers. Il y a une autre version, c'est la version de Disney, celle-là, disant que ils avaient voulu changer le deal et faire 25%, 75%, au niveau contrairement à ce que tu disais, au niveau des deux, qu'ils avaient pas, répondu, ils avaient dit non à ça, parce que c'est 75% pour Disney. Forcément. Au final, ils avaient dit 50%, 50%
Sony n'avait toujours pas répondu à ça, et c'est pour ça que le deal n'était plus fait, parce qu'il ne répondait plus. Alors voilà, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Kevin Feige, lui, il a déclaré que il fallait s'y attendre, que ça pouvait pas durer éternellement, puisque c'est des studios rivaux entre guillemets, mais qu'il avait déjà été content de ce qu'il avait pu réaliser avec Spider-Man. Tom Holland a dit la même chose, puisque Tom Holland est toujours en contrat avec Sony. Je crois qu'il a signé pour deux films en plus. Ouais. 2 films plus le Uncharted aussi. Mais je crois que ça part sur PlayStation. Ça, c'est annulé, ça, par contre. Non, c'est le réalisateur qui est parti, et apparemment c'est PlayStation qui produirait, enfin Sony, donc PlayStation, qui produirait ça tout seul. Sony, enfin, c'est pas grave. Non, mais on s'en fout de Uncharted. Un peu. De toute façon, tu joues au jeu, c'est un film, c'est la même chose. C'est clair. Donc, il a signé pour 2 films. Tom Watts aurait signé aussi apparemment chez Sony. Oui, mais Kevin Feige, apparemment, ferait pression pour garder Tom Watts et le genre. Watts, non ouais, John. Non, Tom, j'ai écrit Tom. C'est John, peut-être. John ou Tom. Monsieur Watts, en tout cas, celui qui a fait les premiers, enfin, Spider-Man, Far From Home et Homecoming. Du coup, apparemment, Kevin Feige voudrait le regarder parce qu'en fait, il veut rester un peu dans cette idée de réalisateurs familiaux qui restent dans le même, dans le giron Disney et qui, comme on voit, continuer à faire des films qui se ressemblent tous. Ouais, voilà. Super génial, plutôt que de changer un peu de formule, mais bon, on peut pas les embêter. Ça marche, hein, ils ont raison, il faut continuer à faire ça. Oui, parce que les gens y vont. Donc, on ne sait pas trop un peu qu'est-ce que ça va faire. Moi, ça m'a un peu saoulé il y a tout le monde qui parlait de ça, tout le monde qui sur Twitter, c'était faux. Surtout pour dire n'importe quoi. Oui. Ouais. C'est clair. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est en fait les acteurs Marvel Studios, notamment Jeremy Renner, la Olsen et tout ça, enfin d'autres acteurs et tout, qui ont utilisé la D23 pour faire des déclarations et en fait utiliser le public pour faire pression sur Sony pour récupérer Spider-Man. Mais Sony ils en prennent plein la gueule. Mais il y a des pétitions déjà. Enfin, je trouve ça un peu débile de prendre en otage les gens pour les forcer à faire ce qu'ils veulent. Surtout que quand on regarde le dernier Spider-Man sans spoiler vraiment, si on regarde un peu ce qui est dit, c'est qu'au départ on veut nous proposer un Spider-Man en héritier d'Iron Man, mais on voit qu'au fur et à mesure que le film avance, c'est plutôt quelqu'un qui cherche à se construire, à prendre sa véritable identité et à sortir de l'ombre d'Iron Man. Ouais. Donc quelque part, on a déjà en fait ce sous-entendu de séparation qui est annoncé dans le film. Ouais, mais enfin, il est quand même présenté du coup comme étant le nouveau personnage central du MCU, quoi, qui remplace Iron Man. Ouais, mais non, surtout quand tu vois la scène post-générique. Il y a plein de gens qui disent Sony est en position de force et tout, parce que mais maintenant, pas du tout. Et le MCU, ils en ont rien à foutre, ils ont tellement de personnages qu'ils peuvent utiliser. Ça reste Spider-Man, c'est un personnage quand même phare. Ils savent que ce personnage-là est très populaire. Et ils savent que les gens se sont attachés à ce qui a été vu dans les Avengers et tout. Et donc, du coup, Marvel, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je pense qu'ils utilisent la pression du public et tout pour quelque part essayer de récupérer la licence Spider-Man pour eux. Pour plus avoir à. Après, s'ils ont des grosses couilles, Marvel, ils tuent Tom Holland et ils font venir Miles Morales. Ouais, voilà. C'est tout ce que je non, parce qu'ils ont pas le droit de Miles Morales. C'est tout Sony, tout Spider-Man. Hein. Je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent récupérer, qu'ils se servent. Putain, ils ramasser tout. Ah, effectivement, ils ont ramassé tout Spider-Verse. Ouais. Ils ont même Spider-Woman, alors que Spider-Woman, elle fait pas vraiment partie. Tout ce qui est Spider. Elle fait partie des Vengeurs, elle fait partie de... Mais tu vois, moi ça m'énerve qu'on reste sur ce côté, je trouve ça triste. Avant, c'était de l'art, c'était de l'entertainment, c'était du plaisir, c'était de la magie. Maintenant, c'est juste du fric et le pire. Ça a toujours été ouais, mais ça se voyait moins. Tu vois, c'était pas pesant, mais là je trouve que ça prend le pas sur ce qu'on est censé voir et c'est gênant. Et ce qui me gêne, tu veux qu'on parle d'Indiana Jones 4 ? Attends, non mais ce film n'existe pas. Non mais moi ce qui me gêne, c'est qu'on prenne le public en otage et qu'on s'en serve comme une arme le public qui pour volontiers quand même. Oui, pas tout le monde. Mais moi je serais pas s'enflamme sur Twitter. Je voudrais pas ça étonnant que ça soit les déclarations de Jeremy Renner et tout, ça soit des mais c'est Disney qui leur a dit de dire ça. C'est la com, c'est Disney qui leur a dit. Mais ça sent tellement. J'ai vu le truc là de Olsen à la D23, mais ça puait le message Disney par derrière. C'est pour ça que je trouve ça honteux. Parce que ils font juste ça pour Disney, gagner. Ils sont sous contrat, les acteurs. Ouais. Bah oui, ça c'est sûr. Un autre truc qui m'a un peu énervé, que j'ai vu un peu partout sur Twitter, c'est tous les gens qui disaient mais de toute façon, le meilleur film Spider-Man, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Je suis d'accord avec vous. C'est un film d'animation dans l'ensemble. Mais Sony Animation et Sony Film,
c'est pas les mêmes équipes, hein, et ils ont pas les mêmes libertés. De toute façon, le meilleur Spider-Man. Enfin, Sony Pictures, c'est les gens qui ont produit Venom. Venom est une merde incommensurable, donc. Non, tu dis, je n'aime pas Venom. Non, c'est de la merde, je suis désolé. Moi aussi, je suis partisan du discours modéré, mais Venom, c'est de la merde. Moi, je pense à des gens qui peuvent aimer Venom. Franchement, t'as préféré Venom à Endgame? J'ai préféré Venom à Endgame, oui. Non, mais tu vois. Arrête le podcast. Non, je me suis moins ennuyée, c'était plus drôle, surtout la scène qui rendait hommage à Catwoman. C'est magnifique, voilà. Ah bah putain, ouais. Les grands esprits, quoi. Enfin bon, ça me chafouine un peu. Et puis j'ai eu une glace quand je l'ai vu, alors c'était. J'aime beaucoup Tom Holland. J'aurais bien aimé qu'il continue dans le MCU. Mais façon, James, tu vas voir dans 1 mois ou 2, tu vas entendre Sony, c'est bon, il refait avec Marvel, ou genre Marvel, il leur a filé 3 tonnes de pognon, ils ont récupéré Spider-Man. Mais je sais même pas si c'est si c'est gagnant pour Marvel de refiler encore plus de pognon. Non, mais je vais te dire, c'est de la destruction mutuelle parce qu'il y a des gens qui vont détester Marvel pour ça et t'as des gens qui vont détester Sony pour ça. Donc au final, ils y perdent tous les deux. Pour moi, Marvel, ils perdent rien du tout, quoi. Enfin, mais ok, ils perdent un personnage important, mais perdent après, non, mais ce qui est important, ils passent pour les martyrs auprès du fandom. C'est malheureux, mais tout le monde est là. Oh non, beau Disney, ils ont perdu Spider-Man, alors que non, c'est pas grave. De toute façon, c'est 2 compagnies qui se font du fric sur notre dos. Ça reste une grosse compagnie. Non, mais tu vois, l'image, c'est super important. Et je veux dire, les deux, là, ils font n'importe quoi en com, c'est très mauvais. Donc c'est pour ça que je te parle de destruction mutuelle, parce que quelque part, déjà que voilà, Disney, il se prend pas mal Disney Marvel se prend pas mal de choses négatives, bah là, ça accentue, parce que tu regardes sur Internet, c'est 50-50 entre Sony et Marvel. Pour Disney. Oui, moi non plus. Plus pour Sony, mais. Même pas tant que ça. Venom, ça a marché, hein. Bah oui. Voilà. Et Venom 2, ça marchera sûrement. Peut-être. Andy Serkis, il va améliorer le truc. Moi, je vais pas aller jusqu'à dire faire que de la motion content, capture, mais je suis pas, Tu t'en branles. Moi, je m'en fous. Non, je m'en branle pas, parce que c'est quand même un personnage que je suis et que j'aime bien dans le MCU. Mais c'est vrai que bon, en termes de cohésion, bon, bah, ça risque de un peu se vautrer la gueule, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait 10 ans qu'on en bouffe, on va pas mourir. Au pire, ils nous feront quoi? Un nouveau reboot de Spider-Man? Voilà, je veux dire, ce sera que le 4e. Non, mais non, mais rappeler Sam Raimi. Je trouve ça bien dans le sens où, effectivement, c'est toujours inquiétant d'avoir, Disney a de plus en plus de mainmise sur l'industrie du c'est un monopole. C'est un monopole. Et c'est bien qu'on leur résiste aussi un peu. C'est ce que disait justement la fille de Stan Lee. C'est toujours plus intéressant d'avoir une diversité de points de vue que d'avoir un monopole, d'avoir une compagnie toujours qui parle du même personnage. Et c'est vrai c'est sûr. Bah, regarde rien que Spider-Man, moi j'étais pas très content comment ils te le montrent, surtout dans les Avengers, on dirait Bambi en fait, tu vois. C'est le petit garçon tout mignon que dans c'est une version du personnage. Et j'aime pas du tout. T'aimes pas effectivement. J'aime pas du tout. Moi Sam Raimi forever quoi. Enfin, je suis désolé. Si le deal avait pas changé, on aurait eu encore 10 films avec le même Spider-Man et on aurait eu 10 ans de la même chose. Et bon, oui, c'est cool si t'aimes bien le personnage, mais il faut savoir avoir d'autres choses. Peut-être qu'ils rebondiront avec Miles Morales et qu'ils refont un film live Miles Morales. J'espère de tout mon cœur avoir Miles Morales. Il sera pas dans la MCU. Spider-Gwen, je m'en fous, c'est pas grave. Moi, je prends tant qu'il y a marqué Spider dedans, c'est bon. Voilà. Non mais voilà, c'est pour ça, c'est ce qu'on disait un peu quand on parlait des films, d'avoir un film Blade R. Moins de 12 ans dans le MCU, c'est pas possible parce qu'il y a une unité de ton qui fonctionne pas. Mais cette unité de ton, elle fonctionne aussi avec le traitement des personnages. Mais non, c'est que c'est différent. Mais t'étais là ce matin? Oui, il était là. Mais il parlait de Deadpool en rated R. Oui, mais il est pas dans le MCU. Alors, il sera dans le MCU. Maintenant il y est. T'auras des films Deadpool. Les films Deadpool seront comme ceux qui ont été faits sur la Fox. Rated R. Ouais, et quand il sera avec des Avengers, il sera moins de 12 ans. Enfin, il sera PG-13. Voilà, et je crois qu'ils ont même dit qu'ils voulaient en blaguer en fait. Enfin que apparemment Ryan Reynolds il avait dit on fera des conneries avec ça. Après dans les films de Tim, il a pas il est pas obligé d'avoir ce ton violent et tout tant qu'il est Après moi j'aime pas Deadpool de toute façon. C'est pareil mais voilà, ce que je veux dire c'est que je trouve ça bien que le monopole de Disney se fissure peu à peu, même si c'est juste la couche supérieure, c'est la peinture qui s'écaille. C'est quand même bien, il faut. En fait, ce qui est chiant. Ce qui est chiant, c'est toute la com autour, c'est ça qui tue. Oui, ça prend des on devrait parler des films plutôt que de la com, en fait. C'est ça qui est triste. Ce que je vous disais, il y a plus de magie, là. Et moi, je vais répéter ce que je disais sur Twitter. Oui. Et je vais vous proposer de refaire la même chose. J'ai fait un post sur Twitter, faudrait que je l'épargne peut-être. En disant que, les films Spider-Man, c'est cool. Moi, j'aime bien ça. Mais, n'oubliez pas que les meilleures histoires de Spider-Man, ce sera obligatoirement. Les meilleures histoires, elles sont en comics.
Et oui, ça reste un personnage de comics au départ. Ouais. Donc vous êtes pas content, vous allez ouvrir un comics et vous lirez une meilleure histoire. Ouais, forcément. À la bibliothèque, chercher sur internet. Il y en a pour tous les goûts. Et donc moi je proposais au lieu de râler sur ce truc qui ça sert à rien. Oui, de rester dans le positif. Oui, non, et recommandons des titres où parlons de ce qu'on aime de Spider-Man en comics. Et moi je vous conseillais Ultimate Spider-Man qui pour moi est un des meilleurs comics que j'ai jamais lu et un des meilleurs runs sur le personnage, celui de Bendis et de Bagley qui est vraiment génial. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la dernière chasse de Kraven. Ah bah j'allais le citer aussi, très bien. J'étais petit, c'était tous les USA magazines de mon père et je les lisais, donc j'avais lu Batman le culte et tout, enfin que des trucs genre pas du tout de ton âge. Pas du tout de mon âge qui m'avait traumatisé. Et j'avais lu ça, je me rappelle en plus dans la dernière chasse, c'était une espèce de monstre, un peu d'espèce de goule là, toute poilue qui vit dans les égouts, qui bouffe des rats, il capture des gens et tout, il va les bouffer dans les égouts, et moi j'étais c'était trop bien, c'était sombre. Mais du coup j'avais adoré cette histoire, c'était vraiment trop bien. Tu l'as relu depuis? Ouais, c'est cool. Ouais, moi je l'avais relu il y a pas longtemps. Ça passe bien. Non, c'est vraiment une bonne histoire que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et dites-nous en commentaire votre Spider-Man préféré. En film? Non, en comics. J'ai jamais fini, mais j'aime beaucoup Spider-Man 2099. Juste pour le délire. Je l'ai pas lu celui-là. Je l'ai pas lu. C'est vraiment trop drôle. Parce qu'ils ont fait Doom et tout, enfin c'est... D'accord. Pas Doom, mais enfin Dr. Fatalis. C'est vraiment tout un univers du coup. Il y avait Ghost Rider aussi. Ghost Rider, bon c'était un peu moins bien. Le Spider-Man il est trop bien. Ok, bah c'est cool. Bon, on va rester sur Disney. Et on va commencer doucement avec les news autour de la D23. Et on va pas parler de ton putain de Star Wars. Mais pourquoi Mathieu il est pas là? Parce qu'on va commencer avec la série Loki de Tom Hiddleston. On s'en fout. Qui sera entièrement réalisée par la même personne pour garder une cohérence filmique. Et étrange ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que ils font que ça, la cohérence filmique, c'est le MCU, c'est ça. C'est toujours les mêmes mecs qui font les mêmes films. Non, mais parce que là, comme c'est une série télé, tous les épisodes. Là, tous les épisodes vont être réalisés. C'est comme si le film était coupé en plusieurs parties. Là, quand tu regardes Manhunter, par exemple, Manhunter, c'est produit par Fincher. Fincher, il réalise pas tous les épisodes. Il réalise les 3 premiers, je crois. Sur la saison 2. Mais par exemple, sur la saison 1, moi, ça m'a posé un petit problème parce que tout le monde n'est pas David Fincher. Non. Et les gens qui passent derrière, tu sens que c'est pas la même chose. Mais moi, ça me gêne pas qu'il y ait des réalisateurs différents sur les séries. Au contraire, tu peux avoir une charte graphique, mais c'est bien que chacun amène autre chose parce que voilà. Puis les histoires sont différentes toutes les semaines, donc c'est bien d'avoir un point de vue, et ainsi de suite. Ils vont faire des gros. En fait, les séries, ça devient des gros films. Oui, c'est des mini-séries feuilletonnantes. C'est plus, tu vois, le monstre de la semaine, comme on dit, tu vois, Freak of the Week, tu vois, ou un. Donc là, c'est bien d'avoir la même cohérence, la même unité sur tout un. Après, tu peux changer de réalisateur. Après, il faut voir parce que par exemple, tu vois, tu prends les séries Marvel, Daredevil et tout. Voilà, au bout d'un moment, c'était. Ah, mais là, c'est moins long. Franchement, là, il y a 6 épisodes. Il y aura 6 épisodes qui seront chapeautés par Kate Herron, une habituée du petit écran, puisqu'on lui doit elle a réalisé la série très 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 cool que je ne fais que recommander, Sex Education pour Netflix. Je peux encore. Qui est très très cool avec une Gillian Anderson qui est au top de sa forme. Et vraiment, c'est une série qui parle de, enfin, j'en parle vite fait, une petite digression. C'est une série qui parle de cul sans étant graveleux, et qui est vraiment montrer ça à vos ados parce que ça va leur montrer ça à vos petits enfants, pas à vos petits enfants mais à vos ados, si vous avez des ados, genre essayer d'avoir des enfants avant d'avoir ses petits enfants. Ça aborde des sujets qui pourraient être un peu complexants pour et qui te décomplexent tout ça et moi à mon avis ça peut ouvrir les yeux à certains. J'aurais aimé voir cette série quand j'étais ado, ça m'aurait permis de mieux comprendre le sexe opposé et mon corps. Mais tu n'as pas écouté le doc Eddie Fool, ils t'ont dit que c'était pas ça. Oh putain, cette référence des années 80. Et par contre, il faut préciser un truc, pour toutes les séries Disney+, que ce soit Marvel, Disney, Star Wars et tout, il y aura en gros un épisode par semaine, ça sera pas tout qui sortira d'un coup. Voilà. C'est pas mal ça, c'est intéressant. Ouais. C'est pas con. Donc on pourra faire des séries spéciaux. Ouais, bon, on va pas trop en faire non plus pour pas polluer, mais on fera Mandalorian. Watchmen et Mandalorian. Ce sera déjà bien. Mandalorian. Ça va être une grosse année. Ah oui. Et un autre truc cool, c'est qu'ils ont pris, sur cette, c'est bon. Tu me disais, ouais, c'est les séries télé, mais bon, c'est cool, au final, ils commencent à mettre petit à petit des femmes à la réalisation. Là, c'est Kate Herron. Par contre, le logo de la série, il est dégueulasse. Ah ouais, j'ai pas vu. C'est une merde infâme. Mais alors, écoute, ça
c'est un truc que j'ai envie de dire pour tous les trucs qu'on a vu à cette convention des 23. Les visuels sont dégueux. Non, c'est vraiment celui de Loki, parce que Loki, en fait, les lettres, c'est comme tous les trucs Marvel, t'as genre la grosse typo sur fond noir. Ouais. Et Loki, en fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu, c'est à chaque fois, chaque lettre, donc les 4 lettres, c'est une typo différente. C'est une typo différente, mais genre, ça ressemble à rien. C'est quelqu'un qui s'est amusé à tester ces typos. Ça va expliquer quelque chose sur la série qu'on va voir plusieurs fois. Vraiment, faudra que ce soit bien pointu, parce que là, c'est alors j'ai envie de dire, vraiment, il y a un vague esprit médiéval fantasy, donc ok, raccord avec Loki, c'est les couleurs et tout, mais c'est parce que c'est un caméléon, il peut prendre n'importe quelle forme. Je pense que c'est ça. Je pense sincèrement que c'est ça. Vous êtes médecin. Du coup, c'est juste moche. Pour la journée. Genre, c'est vraiment, c'est pas beau. Non, mais je sais pas, je te jure, il y a plein de trucs. Que les kidnappeurs, ils découpent. Oui, mais c'est ça. C'est pareil. Mais en fait, toute la série, c'est Loki qui a été envoyé. C'est le stagiaire graphiste. Non, mais moi, j'ai un problème. Regarde, même la fiche de Black Widow, je trouve c'est moche, c'est tout écrasé. Ouais, mais tu l'as pas vu en haute définition bien. Si, je l'ai vu en haute définition, je la trouve laide. Vision et machin, ça fait hyper photoshopé à mort. Et alors Star Wars, c'est moche aussi. Contre, non, Vision et machin, c'est fait exprès. Le visuel de. Oui, non, mais je me doute, mais j'aime pas. Bah d'ailleurs, vous passez sur mon. Donc on en apprend un peu plus sur WandaVision, qui prend définitivement une direction qui moi me plaît. Mais vraiment, puisque c'est juste un visuel, hein, c'est peut-être parce que tu vas voir. C'est le pitch. Même le pitch me plaît parce que vraiment, ils ont l'air de partir vraiment sur inspiré de Vision de Top King, qui est un des meilleurs trucs que j'ai lu sur le personnage. Ouais, mais est-ce qu'ils vont vraiment respecter l'œuvre? Et ils nous parlent alors d'un soap opéra de l'étrange. Où la réalité, dans une Amérique idyllique un peu à la les années 50, où la réalité se craquerait en fait, et on ne saurait pas trop. Oui, mais c'est la sorcière rouge qui imagine sa vie parfaite. Ça va être cool. Moi, je suis très intéressé par ça. Ils vont peut-être s'inspirer de House of M aussi. Je pense que peut-être, ouais. House of Six. Enfin, franchement, s'ils mélangent House of M, ça pourrait être une manière. Mais ça pourrait être une manière d'intégrer les mutants. Vu que maintenant ils peuvent les intégrer, ça peut être une porte. Mais déjà, s'ils font un truc correct à la Tom King. T'imagines un Magneto. Un peu de Tom King et tout. Voilà, putain, il y a McKellen qui arrive. Je reviens vers toi. c'est pas le bon film. Effectivement, merde. Même le visuel, j'aime beaucoup. Enfin, dans ce qu'il montre et comment il le montre, effectivement, parce que. Donc tu les vois tous les deux assis sur un canapé, puis donc tu vois ils regardent la télé, ils sont heureux et tout. Ouais, c'est l'American Way of Life. C'est ça, exactement. Et bah, c'est totalement mais ça aurait pu être plus joli. Et tu vois leurs ombres, ça fait les costumes classiques, donc la sorcière rouge avec son espèce de gros cône de gros M sur la tête et tout. Et c'est vraiment, c'est effectivement la direction que ça prend, ça donne très envie. Moi, j'attends de voir. Et apparemment, on va retrouver plein de personnages un peu secondaires qu'on avait vu dans les très très secondaires de l'univers Marvel, notamment Darcy. De Thor, on est très contente de la retrouver, elle. Oh, je pensais qu'elle était pas revenue, moi. Oh. Et l'agent Wu de Ant-Man, qui faisait chier Ant-Man dans Ant-Man. En fait, les persos que j'aime pas. C'est Randall Park. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils prennent même dans les persos. Ça me donne pas envie. Ils ont rajouté quelqu'un qui était dans Park and Rec, donc j'ai l'impression qu'ils prennent vraiment des gens qui sont habitués à la comédie, qui ont le rythme pour la comédie. Darcy, elle vient de Two Broke Girl, donc as-tu vu Two Broke Girl? Parce que j'aime pas du tout Two Broke Girl. C'est une série d'humour, donc peut-être qu'elle a ouais, elle est habituée de en tout cas, dans Thor, elle était pas drôle. Oui, effectivement, dans Thor. Mais après, c'est pas sa faute, hein, c'est comment elle était écrite, le personnage. Oui, c'est pas la façon dont elle le jouait qui était. Ah, mais son personnage est insupportable. Après, dans Two Broke Girl, son personnage est insupportable aussi. Insupportable aussi. Non, mais je suis d'accord. On va passer à la grosse nouvelle, la grosse news. Enfin, du Star Wars? Non, pas de Star Wars. Je m'en 3 nouvelles séries Disney+. Moi, je suis overhypé. Il y en a une qui me tente à fond. Je sais que Jean est overhypé. Je pense que ça va être la même, ou peut-être il y en a 2 qui vraiment te. Moi, les 3, moi, je suis chaud. Hein. Alors, She-Hulk. Moi, She-Hulk, ça me. Moi, j'aurais vu plus en animé, en fait. Je sais pas. Après, faut voir les visuels. C'est vrai que c'est une grande dame verte. C'est toujours le risque avec certains personnages. Il y en a qui passent très bien, genre Daredevil en live action, ok. Mais alors, il y en a effectivement. Je rappelle que Jennifer Walters, donc She-Hulk, qui est la cousine pour les gens qui ne sauraient pas, She-Hulk, c'est la cousine de Hulk, qui a eu une transfusion de sang de son cousin, et du coup elle se transforme en Hulk. Mais elle a pas assez de pouvoir. En fait, elle se transforme constamment. Elle est jamais en. Elle est toujours verte. Elle est toujours verte, ouais. Toujours 2010. Toujours immense. Et d'ailleurs, t'as lu dans l'émission que j'ai fait de Comics Fair, justement, ils m'ont proposé de découvrir un titre de She-Hulk qui m'a fait énormément rire, parce qu'il y a vraiment un côté second degré. Le truc de Ron. Voilà. C'était un truc second degré. Enfin, c'était souvent série. Je me suis régalée à la découvrir. T'avais même un côté un peu pas féministe, mais un côté, tu vois, vraiment où elle se moque justement du fait qu'en fait
porter des petits costumes tout. Je pense que ce run de John Byrne il devrait vraiment plaire parce qu'apparemment il en avait un peu marre qu'on lui demande de dessiner et d'écrire des femmes, enfin le cliché un peu de la femme de comics, donc avec les grandes pointureuses qu'on montre à poil, avec des trucs bien moulants. Et en fait il se moque constamment de ça. Et c'est très drôle. La couverture que je t'ai envoyée qui est vraiment très classe, où en fait on la voit, elle est toute nue, sauf qu'elle se cache avec le logo du Comic Code. Elle a le Comic Code autour d'elle, et t'as John Byrne qui lui tend allez, il faut le faire. Non, il lui tend un truc de corde à sauter, parce qu'en fait dans son courrier des lecteurs, il y a quelqu'un qui l'avait mis au défi de faire ça, donc il le fait vraiment. Et en fait tu la vois, et à chaque fois la corde à sauter tourne et ça cache ses parties, avec la vitesse de la corde, ça cache les parties qu'il faudrait pas montrer. Non mais vraiment c'était drôle, donc il y a moyen de faire un truc sympa, mais c'est vrai que j'aurais plus vu de l'animation qui permettrait vraiment de faire des trucs un peu délire. C'est vrai quoi, le risque effectivement je pense c'est le rendu de She-Hulk, c'est vraiment je pense là que ça peut tout se jouer, parce qu'après enfin non pas tout, mais ça va quand même je pense beaucoup jouer sur le succès de la série, parce que c'est vrai qu'au niveau du ton ça peut être intéressant d'avoir un truc un peu critique, parodique de Marvel. Il faut voir qui sera impliqué, qui va réaliser, qui jouera dedans. C'est marrant que tu la compares avec Daredevil, parce qu'elle est avocate aussi. Donc ça se trouve, on va voir. Je suis verte de rage devant ce témoignage. Enfin, je veux dire, c'est pas un personnage très connu, c'est pas un personnage qui est, parce qu'il y a même pas, enfin, c'est pas un personnage qui est, pas très connu, qui est pas forcément hyper le grand impliqué. public, oui, voilà. Et donc, je pense on la voit intéressant. Oui. Mais du coup, j'ai une question pour vous. Vous pensez que du coup, Disney+, il pourra en profiter pour faire une série Avengers, qu'on sait qu'il y a plusieurs équipes d'Avengers dans les comics, ça pourrait être marrant qu'ils fassent une seconde équipe Avengers avec que les gens qui sont dans les séries télé, quoi. Ça pourrait être marrant. C'est pas impossible. Quand on a un crossover un peu à la CW, ça pourrait être drôle. Du coup, on a parlé de la première, un Miss Marvel, donc Kamala Khan. J'attends. Kamala Khan qui arrive. J'arrête pas de dire que ça ferait une bonne série télé. Il y a trop du potentiel, il y a un côté Buffy dedans. Enfin, et en plus, on avait c'est Mindy Kaling, c'est ça, qui avait dit que peut-être elle aimerait bien passer. Ça serait cool si elle bosse dessus, parce qu'elle écrit très bien. Moi, j'aime beaucoup Mindy Kaling. Donc vraiment, moi j'ai hâte de voir. Il y a son film qui est sorti là avec Glenn Close. Late Night. C'est pas Glenn Close, c'est Matt Thompson. Et Matt Thompson, comment tu confonds, toi? C'est pas pareil. Mais vous êtes fous. Là, elles ressemblent un peu. Elles ont juste des cheveux blancs et courts sur le truc. Mais le film a l'air très cool. D'ailleurs, faut qu'on y aille demain. Il a des super critiques. Mais ouais, Miss Marvel, moi je suis tellement chaud pour cette série, putain. Ah, je l'aime tellement cette série, elle est. Mais elle est géniale. Pitcher un peu pour les gens qui n'ont jamais lu Miss Marvel. J'en avais parlé dans Comics Fair, c'est moi qui l'avais choisi d'ailleurs, parce que j'avais beaucoup aimé. En gros, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kamala Khan, merci, qui est dans une famille d'origine islamique en quelque sorte, on peut dire. C'est pas une origine de pratique religieuse islamique, excuse-moi. Et mais elle est pakistanaise, non, je crois. Ouais, voilà, mais en fait, tu vois, ça pourrait être n'importe quelle famille, c'est pas mis à fond sur ça, tu vois, elle pourrait être d'origine française, je sais pas moi, de tout ce que tu veux. C'est un détail dans l'histoire. C'est un détail, mais c'est intéressant parce que du coup, on voit cette fille qui veut essayer de s'intégrer et qui a toujours du mal parce que voilà, il y a ses origines, il y a ses pratiques religieuses, ses parents qui sont assez fermés et tout. Donc c'est quelqu'un qui veut s'intégrer et en même temps, c'est une ado comme tous les ados, elle va sur internet, elle est fan des super-héros, elle regarde des fanfictions. Elle est très fan de Captain Marvel. Voilà, elle est très fan de Captain Marvel et tout. Et en fait, un jour, elle se retrouve prise dans une espèce de brume bizarroïde, pour pas en dire trop. Et elle développe. Oui, c'est le truc. Mais oui, mais tais-toi, je dis rien. Oh, il faut dire. Bah oui, non, mais tout le monde sait qu'il est immortel. Inhumaine. Oui, mais il y a des gens qui savent pas. Je les laisse découvrir. D'accord. Bon, bref, elle est prise là-dedans et elle se retrouve à avoir des pouvoirs. Et du coup, vu qu'elle est fan de Captain Marvel, quand elle se transforme, elle prend un peu l'apparence de Captain Marvel et se fait appeler son ancienne identité. Captain Marvel se fait appeler Miss Marvel. Miss Marvel, voilà, tout à fait, merci James. Et donc, elle devient Miss Marvel. Et c'est vraiment super bien écrit. Enfin, quand tu lis ça, tu vois déjà une série télé. Enfin, tu vois la vie, ça raconte plein de choses. T'as le côté super-héroïque, mais t'as surtout le côté vie d'une adolescente avec ton corps qui change, avec tout ce que tu dois vivre, le rapport aux autres, le rapport à ta famille, le rapport à ta culture. Et t'as ce côté justement les États-Unis avec comment, quand tu viens d'une culture différente, arriver à vivre dans cette société, tout ce que ça implique et tout, c'est vraiment super bien écrit. Voilà, en plus le comics, il est écrit par une femme qui a elle-même justement cette pratique de religion musulmane, donc qui connaît bien en fait ça, donc du coup ça permet d'avoir quelque chose de voir vraiment de voir vraiment ce que tu peux vivre quand t'as ce type de religion et tout. Qui s'est convertie seulement plus tard, et donc effectivement je pense que elle était romancière aussi, il me semble. Et du coup effectivement ça rajoute une perspective en plus, parce qu'effectivement la série, moi j'avais commencé à lire la première série Miss Marvel qui était sortie en
Alors, je me rappelle 14, c'était All New, All Different Marvel. Oui, c'est ça. Et c'était pas mal parce qu'effectivement, c'était pas non plus, ça faisait vraiment pas token, enfin le personnage vraiment qu'on met parce que regardez, on a la diversité, parce que c'est ça, c'est une ado, c'est voilà, tout. c'est ça, c'était une histoire d'ado avant d'être l'histoire d'une ado musulmane. C'est ça. Et c'était cool parce que le côté religion, c'était plus en apprendre plus et voir la différence plutôt que de dire c'est plus un côté culturel, c'est le marketing qui l'a poussé un peu en mode regardez ce qu'on a, alors que le côté créatif ce qui est bien chez Marvel, j'ai l'impression qu'ils font ça. Le marketing pousse en disant regardez, on a des trucs divers, mais quand même dans le créatif, on utilise les bonnes personnes. C'est pareil avec Miles Morales. Tout le monde dit c'est et puis c'est super Spider-Man afro-latino, mais quand même quand tu lis Miles Morales, c'est génial. Et puis Miss Marvel, voilà, je le conseille à des jeunes filles qui à des jeunes ados qui ont jamais lu de comics, peut-être. Qui veulent s'y mettre, même à des gens de notre âge, autres qui ont envie de lire du comics, qui connaissent pas trop. C'est très accessible, c'est vraiment très sympa. Et même si vous êtes plus ado, ça vous parlera quand même, parce que dans la vie de tous les jours, on vit toujours des histoires. Des fois, on a du mal à s'intégrer quand on a d'autres origines, qu'on va dans un nouveau pays ou dans un nouveau travail, autre. Enfin, il y a plein de thématiques qui reviennent. Donc c'est vraiment très très bien. Et je suis à fond pour cette série. Voilà. Ok. Mais moi aussi, j'ai très envie de le voir. Et peut-être qu'ils en feront une mutante, ce qui pourrait être intéressante. Plutôt qu'une inhumaine. On verra. Après, les Inhumains avec Agent of Shield, c'était pas mal développé, donc ils peuvent très bien garder ça aussi. Soyons alors, sérieux. Écoute, je suis en train de les revoir et franchement, avec le recul, ça passe beaucoup mieux. Je trouve ça divertissant et il y a des trucs plus intéressants dans les films finalement. Moi, j'aime pas. Et c'est ton droit. C'est mon avis. Je comprends que les gens aiment. C'est ton droit de pas aimer, James, mais je pense que je l'ai mal jugé en première vision. Et qu'avec le recul, ça passe beaucoup mieux. D'accord. Et la troisième série, qui doit hyper les gens peut-être encore plus ou non? Alors en fait, moi j'aime beaucoup le personnage, mais je l'ai jamais lu. Ah d'accord. Mais je sais que Jeff Lemire, ça se trouve tu vas détester. Ouais, il est vachement bien. J'ai vraiment très envie. On l'a lu ça. Ouais, on l'a fait dans l'émission. C'était bien. C'est Moon Knight, donc le Batman fou. Version Marvel. Donc Moon Knight c'est Batman en fait, c'est un milliardaire. Un Batman qui aurait mal tourné, encore plus quoi. C'est un milliardaire. Est-ce qu'on peut l'opposer un peu peut-être à Iron Man, tu vois, d'un côté milliardaire ouais, je sais qui font des activités. Non, je pose la question. Qui chope ses pouvoirs depuis un dieu égyptien. Ouais, c'est ça. Et en fait, tout le délire autour de Moon Knight, c'est qu'on ne sait pas s'il est fou ou si il l'est pas. Et ce qui se passe dans sa tête ou est-ce que c'est vraiment en train d'arriver. Mais tu vois, en termes de réalisation, ça peut apporter des choses intéressantes, cette dualité sur folie ou pas folie. Je pense que tu parles un truc un peu à la Légion. Ouais, c'est ce que je pensais, Je partirais dans une direction comme ça si je devais l'adapter. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et là, ils ouvrent la porte pour les héros un peu plus street, parce que Moon Knight est quand même bien ouverte avec tous les différents. Ouais, mais ça veut dire qu'il pourrait rajouter. Si vous voulez ramener John Bertal en finisher. Encore avec ça. Tu l'as déjà fait la semaine dernière. Oui, mais je ferai, moi, ma campagne durera toute ma vie, tant que je n'aurai pas, quand il sera trop vieux, je le ferai plus, mais. Moi, j'aimais bien l'acteur qui faisait Daredevil, c'était pas. Ouais, moi aussi, Charlie Cox. En plus, il se débrouillait bien dans les scènes d'action, ils peuvent le ramener aussi, les deux, là, ça marche. Il y a que Electra qui, s'il pouvait oublier. Oui. Tu sais qu'il paraît que je crois qu'elle était dans God of Egypt. De quoi? Iron Fist aussi. Ouais. Après, Jessica Jones, j'aime bien l'actrice, mais il faudrait refaire la série. Et bon, c'est Blade maintenant. Ouais. Truc Ali. Je sais plus, j'arrive jamais. Ali. Voilà. Putain, James, on est fort merde. J'ai toujours pas vu Moon Knight. Mais c'est une erreur. Voilà. Non mais ouais, du coup Moon Knight c'est cool. En plus il y avait j'ai vu qu'il y avait Bill Skansewitz qui avait travaillé dessus. Et donc je sais pas s'il va être travaillé sur la série ou pas, mais apparemment ça risque d'adapter un peu les arcs qu'il a fait. Ok. Donc, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Ces trois séries donnent très envie. C'est fou, ils arrivent à faire des trucs qui donnent plus envie que leur projet cinématographique. C'est fou, hein. C'est fou, moi je suis plus à Mais si tu regardes en projet cinématographique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré Black Panther, Black Widow. Après Black Panther 2, voilà. Bon, ça oui, j'attends. Et puis ils ont présenté un peu les acteurs de The Eternals. Avec Kit Harington, tu vas peut-être. Chut, c'est Manu, vous allez me niquer. Ah bah vas-y, qu'on rigole un peu. Juste pour finir, j'ai vu des gens sur internet qui commençaient déjà à mettre à proposer des personnes pour Jennifer Walters, notamment Rosario Dawson. Ah oui. J'aime beaucoup Rosario Dawson. Ce serait cool, bon, même si elle a déjà été dans Daredevil et dans Luke Cage, mais c'est une actrice que je trouve très bien, qui est sous-exploitée, je trouve. Une autre qui ferait trop bien le rôle. Moi, elle dit Michelle Rodriguez, je me barre. Non, c'est pas Michelle Rodriguez. C'est
encore mieux que, enfin, c'est Michelle Rodriguez, mais tu rajoutes x 10. Si c'est celle que je pense, elle est 1 milliard de fois mieux que Michelle Rodriguez. Stéphanie Beatrix, qui joue dans Brooklyn Nine-Nine. Oui. Elle est trop bien. Elle est géniale. J'aime beaucoup, Faudrait qu'elle se mastoque. Mais je trouve que physiquement, même capillairement, ça fonctionne. Ouais, c'est la période 90 quand même. Mais c'est une actrice qui est dans Brooklyn Nine-Nine d'ailleurs, mais si vous regardez pas Brooklyn Nine-Nine. Ah, mais j'aime beaucoup. En plus, t'as vu son Twitter, à chaque fois, elle est chouette, elle est vachement sur les droits des LGBT, des bi, tout. Elle est bisexuelle, je crois, elle l'a annoncé et tout. Enfin, elle est très engagée et j'aime beaucoup parce qu'elle dit toujours des trucs très intéressants, profonds, intelligents. Elle faisait du stand-up, non? Un peu comme tous les gens. Je sais pas si elle en a fait. Je sais que Chelsea Peretti, oui. Ouais. Mais j'adore. Elle est trop forte. Regardez son spectacle sur Netflix. Mais de toute façon, tous les gens Terry Crews. Mais comment tu peux dire ramener Terry Crews dans la MCU, putain, ce serait trop bien. En fait, mettez tous les acteurs de tous les gens de Brooklyn Nine-Nine. Mais en fait, ils ont qu'à faire Agent of Shield, mais qu'avec les acteurs de Brooklyn Nine-Nine. Genre, ils sont promus au Shield. Holt, il pourrait faire quoi? Je sais pas. Pardon. Un vieux Nick Fury. Ouais, ce serait trop bien. Holt. Nick Fury. Punk. Cette série, elle est tellement cool. Écoutez l'émission Geek en série sur Brooklyn Nine-Nine. Mais regardez cette série, elle est vraiment, enfin, je pense que moi j'ai bien peur que la prochaine saison soit la dernière saison. Ne me fais pas du mal comme ça. Mais je vous dis, préparez-vous. C'est tellement un moi petit, aussi, je l'aime d'air frais. Mais voilà, je l'ai vu tous en DVD. Mon Dieu, c'est tellement cool. Et donc la dernière surprise, c'est Kit Harington. Et grâce à Faye, j'ai vécu un petit moment de. Oh non, moi aussi, j'ai eu peur. S'il vous plaît, parce qu'en fait, elle avait lu une rumeur. Non, je regarde sur Twitter et je résume. Non, mais c'est moi qui le fais. Non, attends, je résume parce que je suis. C'est moi qui dis. C'est moi qui mes news. C'est moi qui l'ai lu. Je résume. C'est mon anecdote. Non, mais j'étais sur Twitter en train de suivre la D23, le panel sur les films, parce que j'attendais des news d'un certain film avec un épisode 9 dedans. Et il y a Variety qui avait dit que Kit Harington serait dans le MCU. Non, oui, ça on a vu la news avant, mais c'est pas ça. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir des gens s'exciter en disant ouais, il paraît que Kit Harington il va être annoncé dans le rôle de Wolverine. Alors là, mort de rire. Parce que Kit Harington n'a pas du tout le physique de Monsieur Wolverine. Il a peut-être la taille en hauteur, mais alors mais après, le reste, c'est un petit chaton. C'est un petit chat. C'est un petit chat. Non, mais c'est ça, il a pas la gueule pour. Voilà. Je pense pas que ce soit. Et donc j'ai vécu 2 heures en me disant mais non, ils vont pas mettre Kit Harington en Wolverine. C'est pas possible. Un jeune Wolverine qui se découvre, mais alors faut vraiment pas qu'il devienne trop vieux. Et moi j'ai passé du temps à rigoler avec Kali. D'ailleurs, je lui ai passé un petit bonjour. On a rigolé de Kit Harington avec des griffes et tout ça. Oui, le petit chat. On l'appelle comme ça parce que si vous regardez Game of Thrones, c'est la seule chose qui s'est fait dans le chat, c'est le regard du petit chat, le regard du petit chat malheureux. Oh, là, vous êtes dur, je trouve. Ah, si, mais c'est un acteur pourri. Non, c'est pas le meilleur acteur, mais. Regarde, j'avais vu des photos où il le comparait avec le chat de Shrek quand il fait son regard tout mignon, et c'est pareil. Et c'est de là que c'est venu. C'est le pire acteur de la série, je pense. Ah non, il y a pire que lui encore. Faut pas exagérer. Même Emilia Clarke. Après, il faut. Attends, après, il faut recentrer aussi, c'est que ce petit gars, il avait pas fait grand chose avant Game of Thrones, il a beaucoup à apprendre. Par contre, je suis très dubitatif quant à son choix d'aller dans le MCU pour faire un rôle qui ressemble à. Et donc finalement, il va faire Black Knight dans Eternal. Donc Black Knight est déjà lié avec les Eternals, puisqu'apparemment il a été en couple avec une des Eternals. Donc je sais pas comment ça va rendre, sachant qu'on va avoir, il y a déjà James Marsden dans une équipe d'Avengers aussi. Oui, c'est un Black Knight, il retrouve son frère, le petit Rogue. Ouais. Par contre, le cast des Eternals, il est vachement cool. Ouais, moi je suis contente qu'il y ait Salma Hayek parce que c'est vrai que j'ai vu un truc marrant. Bon, c'est la dernière phrase de Richard Madden je vais faire un mariage. Non, la dernière phrase de Jon Snow de Robb, donc qui joue Robb Stark. Ouais. Donc Game of Thrones, c'était la prochaine fois on se verra, tu seras en noir. Et en fait, la prochaine fois parce que dans la série, finalement, attention spoiler, ils se sont jamais recroisés. Ah oui. Et là, maintenant, ils vont se recroiser et il va jouer, il sera Black Knight. Donc il sera vraiment en noir. Dieu, le destin. Il avait tout prévu, Monsieur Martin. C'est un complot. Mais au final, j'ai eu un sentiment un peu bizarre parce que les costumes sont sympas. J'étais un peu déçu de me dire, en y réfléchissant, cette idée de Kit Harington en Wolverine et de mettre en avant Wolverine avec un acteur un peu hype, un peu jeune. Bon, là le casting était nul. Mais il faut un mec avec des poils. Mais moi je trouve que dans ce qu'ils ont annoncé pour l'instant, bon à part Blade, et encore Blade ils l'ont même pas annoncé en film, donc ça se trouve ce sera une série. Je trouve qu'en film il y a rien de vraiment
C'est pas folichon. Il y a pas de souffle vraiment qui dit ah ouais, j'attends vraiment ça, et qui me disent ouais, on amène Wolverine. Je m'étais dit ah ouais, bah Wolverine, ça me je me dis ça y est, un nouveau Wolverine, j'aurais eu envie de. Nouveau Wolverine quand même, faudra vraiment qu'ils y aillent à fond, hein, parce que là. Et avec le vrai costume. Logan, franchement, avec le vrai costume, ce serait trop bien. Ramène les vrais costumes des années 90 des X-Men, c'est tout. C'est plus ça qui compte. Non mais il faut un mec avec du poil. Oui, il faut un mec petit et trapu. Il faut pas. Mais du poil sur le torse. Il faut pas un beau gosse. Wolverine, il est pas beau, il est du poil sur le torse. Du poil sur le torse, effectivement. Un mec animal, quoi. Genre un catcheur, tu vois, un physique de catcheur, ça peut être pas mal. Ouais, je sais, ouais, peut-être. Tu vas voir qu'ils vont nous prendre Jason Statham. Je l'aime bien. Sur le caillou, ouais, c'est clair, faudrait qu'ils mettent une. T'imagines Jason Statham avec la coiffure des années 80, il est grand et tout, ça marche pas. Non mais je rigolais. À ce qui paraît, le truc de encore une digression, le truc avec Statham et Dwayne Johnson, c'est une purge. Il faut que je le vois. Ouais. Il faut que je le vois pour rigoler. À ce qui paraît, c'est une vraie purge avec ces. Mais je demanderai à mon tonton des. Donc Kit Harington dans Eternal. Moi, je trouve que c'est un mauvais choix pour lui, parce qu'il faut qu'il arrive à prouver des choses. Ouais. Et il aurait dû partir sur un petit projet. Mais il a fait le film de Xavier. Ouais, il a fait ouais, alors je l'ai pas vu encore, mais je suis assez curieuse en fait de voir ce que ça donne. Moi, j'aime pas trop Dolan. Je trouve que c'est pas des films agréables à regarder. J'ai pas vu. Ah ouais, c'est. J'ai vu jusqu'à la fin du monde et c'est assez hard. Moi, je connais pas du tout. Donc honnêtement, avec ou sans Kit Harington, je suis pour l'instant très dubitatif. J'attends de voir ce que ça peut donner. Alors moi, par contre, juste pour le casting, ça me branche. J'ai un problème, dès que j'entends Eternal, je pense à un dessin animé qui s'appelle Les Samouraïs de l'Eternal. Ah oui. Et j'ai le générique en tête qui me vient, et ça n'a rien à voir, mais c'est horrible, ça me fait penser. Il y a un des mecs qui est dans Silicon Valley, qui est dans Eternal, ça, je l'aime bien. Et les costumes, je sais pas si vous avez vu, ils ont mis une photo, tu vois les costumes derrière. Ça leur sent pas, les costumes. Ouais, c'est des costumes. Bon, Angelina Jolie faisait pas peur pour une fois. C'est jamais le truc ouf dans le MCU, à part ceux de Spider-Man. J'ai jamais dit ah ouais, le costume de Thor il est là, je pense qu'après le costume de Mysterio ils vont avoir du mal à faire mieux. C'est vrai qu'il est costume. Mais c'était la réussite du film, hein, ah bah Mysterio, c'est ça, c'est clairement vraiment. Donc on va faire j'ai un respect nouveau pour Monsieur Gyllenhaal, hein. Ça me rappelle que tu l'aimes pas. Mais non, j'aime bien comme il joue, c'est juste que j'ai un problème physiquement. Il a une tête de singe, on dit pas rien. J'ai dit qu'il avait des yeux globuleux, j'ai dit. Il ressemble à un mais j'ai rien dit, j'ai juste dit que c'est un très bon acteur. Je préfère voir 1 milliard de films avec lui qu'un seul film avec Brad Pitt. Moi je préfère sa sœur dans sa sœur elle joue comme lui, elles sont très bien. J'allais dire pas ici, la meuf de Dawson, comment elle s'appelle? Sorry Cruz, Machine Cruz, Cathy Holmes, voilà. Je préfère la sœur, je préfère Maggie Gyllenhaal. Mais c'est quoi le rapport avec? Parce qu'elles font le même rôle dans Batman. Ah oui. Tiens, non, mais ne cherche pas à comprendre la logique de James. Il va dire ah mais je préfère. On va passer on va passer du côté de DC. On va y aller vite, hein. Star Wars, c'est quand? On s'en fout. Tu es sûr qu'on s'en fout? Ma news va te faire parler, je suis certain. Ah bon, alors ça me fait parler, tu peux y aller. C'est Nathan Fillion qui rejoint mais je l'aime, Nathan le casting de Suicide Squad de James Gunn. C'est normal, ils sont potes. Peut-être le rôle de Peacemaker, donc une espèce de vigilant qui veut faire la paix en tuant des gens. Mais c'est normal, il apparaît dans tous ses films. Dans Multiverse City. Ouais. Peut-être, je me souviens. Le Niche où il est, c'est un truc qui reprend les Watchmen. Mais je veux dire, James, ta news. Ouais, c'est une issue donc il apparaît sur 10 pages. Mais ta news elle est pas étonnante, je m'attendais à ce qu'il soit dedans parce qu'il est dans tous ses films. Il fait tout le temps une petite apparition, soit une voix off, soit un machin, et toujours là. Ouais, mais là il a un rôle important. Dans d'autres films, Green Lantern, j'aimerais trop le faire. Dans d'autres films, il a eu des rôles importants. Moi, il est un peu vieux peut-être maintenant. Il ferait un super Hal Jordan. Il vieillit très bien. Voilà. Mais genre un Jordan qui passe le flambeau quoi. Ouais, bah ce serait bien parce que j'aime pas Jordan, c'est un gros con. Il vieillit très bien. Et t'as pas dit aussi dans. Ah non, mais non. Ah, mais si, dans. Parce que je tiens à le dire, le meilleur Green Lantern, c'est Guy Garner, tout simplement. C'est lequel déjà? C'est le gros con roux. Non, c'est le meilleur, il est trop cool. Gros con, Moi j'aime bien celui qui fait des ronds et des carrés là. C'est Jordan. Non. John Stewart. John Stewart. Mais ça c'est dans le Justice. Non mais parce que dans Justice, le dessin animé, le mec a le pouvoir de toute imagination. Il ne fait que des lasers, des ronds et des triangles. Et des carrés. Oui. L'autre c'est pas mieux. Il fait des jets et des voitures. Et des grandes bestos. Mais par contre c'est normal, c'est des hommes. Si t'aimes pas Al Jordan parce que c'est un gros con arrogant, bah t'aimes pas non plus Guy Garner parce que c'est un gros con arrogant aussi. Non mais Guy Garner il assume son côté gros quand un c'est un connard. C'était pas un truc de Jeff Jones qu'on avait sur Al Jordan qui était pas mal. Si en mou là. Qu'on avait acheté à l'époque de la sortie du film. Oui, pas mal. Identité secrète. Ouais, bah il était bien celui-là. Qu'est-ce que t'avais contre Al Jordan? Mais j'aime pas Jordan, je trouve débile.
Bon, je sais Il pas, fait toujours moi, des avions et des. Le meilleur, c'est Sinistro. Mais James, c'est un homme, tu veux qu'il fasse quoi? Il est limité. Hein. Le mec, attends, t'en as un, il fait des ronds, des carrés, l'autre, il fait des avions et des pistolets. Et à côté, Sinistro, il fait des prisons entières. Oui, mais Sinistro, il qu'il a est un fasciste. Oui, mais on s'en fout. Non, quand même. Il a une belle moustache. Inspiré d'Hitler. J'aimais bien. Je trouve que c'est un des trucs réussis de C'était pas Mark Strong dans le film. Mark Strong, il était bien. Il était bien dans. Il était bien fait. Ouais. Donc voilà, on s'en fout, des petites discrétions à la con. Mais Nathan Fillion, ouais, moi j'aime beaucoup cet acteur, même dans Castle, même si sur la fin c'était devenu nul. Dr. Horrible, il fait Captain Hammer. Si vous n'avez toujours pas vu cette comédie musicale de Joss Whedon, Jed Whedon et je sais plus le nom, Maritza, je sais plus trop quoi. Ouais, c'est ça, c'est juste trop bien, ça change de ce combat truc super-héros et j'attends toujours la suite. Oui, donc regardez cette comédie musicale qui est on a fait un épisode dessus, il est pas génial d'ailleurs. Bah on avait dû le faire vite, faudrait qu'on fasse une V2. Oh, pourquoi pas un Geek Conseil. Du coup, dernière petite news, je trouvais ça cool. C'est le Joker Ted Phillips qui a eu sa classification aux US et il sera bel et bien rated R. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il y a un zizi dedans. Alors, il est rated R pour violence importante et sanglante, comportement perturbant, vulgarité et images sexuelles. Et ben voilà, je vous avais dit. Sauf pour les images sexuelles, c'est quand même le minimum qu'on attend du Joker. Oui, totalement. Ça se trouve, il se tape sa mère, tiens, en mode. Comportement perturbant. Déjà, je suis désolé, on le voit qu'il frotte le dos dans le bain. Oui, ça va, effectivement. Rien que pour ça, je mets. On l'a vu la dernière fois qu'on a au ciné, on a vu la bande annonce, c'était génial. La dernière fois qu'on a allé au ciné, on a vu la bande annonce, c'était génial. De Joker, ouais. Je suis très impatient, c'est en novembre. Moi, aussi, non, c'est en octobre. On fera un épisode spécial. Ça me fera patienter dessus. Star Wars. T'auras Mandalorian pour. Oui, trop bien. Enfin, même si techniquement, tu ne peux pas le voir avant, puisqu'en France. Mais je verrai avec mon tonton des États-Unis. Et t'as pas dit qu'il y a une actrice de Agent of Shield qui va rejoindre Mandalorian, justement? Non, parce que c'est pas je m'en branle d'Agent of Shield et je m'en branle de Mandalorian. C'est Ming-Na, je sais pas comment ça s'appelle, c'est son actrice. La meuf qui fait May. May, ouais. J'aime beaucoup cette actrice, elle se passe super bien et tout. Ouais. D'accord. Mais arrête d'être méchant avec Agent of Shield. Mais c'est nul, Agent of Shield. Mais tu dis que t'aimes pas. C'est pourtant l'équipe qui a fait Dr. Horrible, je te signale. Hein, alors. Eh bah oui, on peut pas réussir à tous les coups. Qu'est-ce que j'ai plus de news et on peut passer à alors Star Wars. Petit disclaimer. Ne tapez pas Scalped comme ça tout seul sur Google Images. Pourquoi? T'as pas vu quoi? Une bonne idée. Mais tes comics avec, je pense. Oui, voilà. T'as vu quoi? J'ai vu des messieurs et des madames sans peau sur le crâne parce qu'ils étaient scalpés. Ils étaient scalpés. Et c'est vraiment dégueu. C'est vraiment très dégueu. Ah mais t'avais pas vu le film avec Christian Bale? Non, je l'ai pas vu. Parce que non, ouais. Mais je m'y attendais pas. Je m'attendais vraiment à avoir des images de Scalped. Et je me disais non. Puis en plus, je fais défiler comme un mongol. Non. Je vais taper comics. C'est toujours bien dégueulasse. 3 pages. Petite nature. Ça m'a rappelé les bonnes vieilles images de Rotten. Les gens qui sauraient. Tu connais pas ce site? Non. C'est quand au début d'internet. Non, j'ai clairement pas envie de découvrir. C'était au tout début d'internet. La première fois que j'ai ouvert internet, c'était pour regarder ça. C'est que au collège, on allait voir ce genre de trucs. Et c'était des images dégueu en fait. Oh, c'est bizarre. La première fois que j'ai ouvert internet, j'ai tapé Seigneur des Anneaux et après c'était à moi. Et voilà où on en est aujourd'hui. Exactement. Est-ce que tu te souviens la première fois quelle était ta première recherche internet? Non, pas du tout. Parce qu'en plus c'était pas chez moi, c'était au bureau de mon père. Parce que du coup, j'avais pas encore internet. Et j'allais chercher des images, mais sans savoir ce que c'était, je trouvais ça cool et je les sauvegardais. Voilà. Et du coup, ton père avait plein d'images. Ouais, à la con, il s'en foutait. Tu vois, il m'aimait, donc il s'est dit, allez, vas-y, j'en sauvegarde. Mais je me rappelle plus ce que j'ai cherché. D'accord. Mais clairement pas des trucs dégueulasses. Et bah, tu contrôleras chez toi, tu taperas Rotten. Je pense pas, tu verras des images d'accidents de voiture. N'écoutez pas les conseils de tonton James, il dit n'importe quoi. Ah, c'était les débuts d'internet quand on était des jeunes collégiens vifs et vifs. J'irais peut-être pas jusque là. Ouais, je ne sais pas. Moi, je m'en servais pour travailler. C'est ça, ouais. Oui, c'est vrai. Nous allons partir avec Lévry est fier, c'est ça que tu as dit, et merde, je sais plus comment on a dit. Appelle-moi Plumeauvant. Plumeauvant, exactement. Nuage du soleil levant. Nous pensons à toi. Mais non, soleil levant, c'est le Japon, James. Putain. Je comprends rien. Non, mais non. C'est parce qu'en fait, dans Dr. Queen, il y a un mec qui s'appelle, elle l'appelle tout le temps comme ça, avec Joe Bicyclette et, enfin. Ouais, j'ai tout Moi, c'est Ours paresseux.
Ou une connerie comme ça. Moi, je suis libre et fier. Voilà. D'accord, bah libre et fier. Libre et fier. Comme Max. Il y en a qui non, j'ai pas envie. Je sais pas où je vais avec cette intro. Vous me perdez, Ignorons-le. Bon, vas-y, Jean, c'est toi qui fais les auteurs. Ignore-le et fais ton truc parce que sinon. Alors, du coup, Scalped, l'œuvre de Jason Aaron et R.M. Guerra. Donc, Jason Aaron, qui est donc un auteur américain, qui est en ce moment très connu pour son run sur Thor, The Mighty Thor, où du coup, il a créé le personnage, il a introduit le personnage de James Foster en tant que Thor, qui s'est terminé il y a pas longtemps, là, si j'ai pas de conneries. Ouais, et j'ai pas encore lu la fin, donc me dites pas. J'ai pas encore lu le début. Oui, pareil. Le début est bien. C'est très long. Mais voilà, donc c'est apparemment un run qui est très très bien, qui va être adapté très probablement dans le prochain. Thunder of Love. Ouais. Ou Thunder, je sais pas quoi. C'est pas Love and Thunder? Love and Thunder, oui, c'est ça. Thunder of Love, ça doit être autre chose. Ça, c'est des chansons, je pense. Ce sera la parodie porno. Horrible. Que tu trouves sur Rotten, c'est ça? Sûrement. Mais qui a fait pas mal de choses, qui avait commencé à se faire connaître avec une série The Other Side, qui était sur la guerre du Vietnam. Il a fait du Wolverine, il a fait Original Sin, donc des choses que j'ai pas lues parce que je lis pas de Marvel, pas de mainstream, donc. Il a fait du X-Men aussi. C'est pas lui qui a fait avec Chris Bacalo le run où Wolverine tient l'école. Alors il a fait du Wolverine, donc c'est possible. Je sais pas si c'est lui. Hein. Si, c'est Jason Aaron, je crois. Vérifie, je ne sais pas. Je crois que c'est lui qui a fait un truc très cool avec Antaquayer. Je peux pas dire de conneries, mais c'est très bien, mais j'ai. Il a fait aussi Southern Bastards, qui est sur, qui a une histoire sur un mec qui se bat, qui revient dans son. Bâtard du Sud. Ouais, les bâtards du Sud, qui revient. Ça a été traduit le titre? Non, c'est moi qui traduis. Okay. Qui revient dans sa ville profonde, de l'Alabama profonde après 40 ans d'absence et qui. C'est chez Urban, ça. Découvre, tout ce qui s'y trame. Et donc c'est assez similaire à ce qui se passe dans Scalped, la série dont on parle aujourd'hui. Et il fait aussi The Goddamned avec R.M. Guerra, donc qui raconte en fait l'histoire de la Genèse chrétienne, mais dans un monde un peu plus pas heroic fantasy, mais plus fantasy. Post-apo plutôt. Post-apo, voilà, Conan the Barbarian. Enfin, même pas post-apo, c'est c'est pré-apo. C'est pré-apo. Et enfin, du coup, voilà, où c'est beaucoup plus violent, où ça se tape sur la gueule avec des petits pannes. Avec Caïn qui est maudit et qui vit pour l'éternité. Ah, pas mal. Super. Et du coup, R.M. Guerra, lui, il est surtout effectivement. Il a fait Star Wars, t'as oublié le plus important. Ah oui, c'est il vrai. a passé son Star Wars. Jean vient de lever les yeux au ciel. Ah non, mais il faut que je le fasse parce que Mathieu sera pas content si je mets pas plein de. R.M. Guerra, du coup, qui est un auteur serbe. Mais il s'appelle Guerra parce que c'est un surnom d'enfance et il a changé en Guerra avec un accent quand il a décidé de déménager à Barcelone. Voilà, petit point culture. D'accord. Et on a fait Goddamn. Et il a fait des trucs en dessin, lui. Et il est principalement connu pour Scalped et The Goddamned, du coup, qu'il fait avec Jason Aaron, mais après, il a été illustrateur sur 2-3 comics, je crois, en Serbie. Ouais. Mais alors après, je vais pas une grosse carrière. Ouais, non, il était surtout illustrateur et il a été repéré pour faire Scalped et puis ça a bien marché parce que ça a quand même été publié pendant 5 ans, quoi. L'équipe créative a l'air de bien fonctionner. Oui. Et comme je disais, on a fait je sais comme tu le prononces bien, Goddamned. On l'a fait dans l'émission, donc vous pouvez écouter l'émission dessus. Il y avait Mathieu. Il y avait Mathieu, effectivement. Star Wars. Bah moi j'étais pas, mais il a pas manqué, bien sûr, de. Non, mais je confirme, il a pas manqué de faire un point Star Wars. Je sais plus quelle émission c'était la saison 2, je crois. Ouais. Et voilà. Une bonne équipe créative. Ouais. Et Faye, de quoi? Qu'est-ce que ça parle? Enfin non, alors, le soleil levant, de quoi? De quoi? Appelle-moi Dieu, tout simplement. Écoute, on va pas s'embêter. Soyons humbles. C'est comment déjà le grand esprit? Merde, putain, je me suis dit, il faut que je le retienne, ça. Merde. Il y a un peu qui s'appelle Badors, qu'on est parti en délire. Si, bah, c'est Dachiel, c'est Badors, ouais, voilà. Oui, mais c'est vrai, il s'appelle Badors. Mais non, mais le grand esprit, le dieu tonnerre, non? Ouais, mais il l'appelle, putain, merde, c'est un nom connu, en plus. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Pas du tout. Donc Scalped, il y a Brian K. Vaughan au début en préface, qui qualifie cette histoire de polar noir brutal dans la tradition des westerns américains. Et je trouve qu'il résume vraiment parfaitement cet univers-là. Donc en gros, on va suivre l'histoire de Badors qui revient Dachiel. Qui revient en fait dans sa réserve Prairie Rose dans le Dakota du Sud après des années après être parti et tout, et au travers de son histoire et de d'autres personnages, on va voir un peu ce qui se passe dans cette réserve, et c'est pas super joyeux. On a du grand banditisme, on a de la drogue, on a du sexe, on a de la violence. On est loin des quillottes de Twilight. Des quillottes de Twilight.
fait. Oui, non, c'est pas la même ambiance. Hein, non, ils se mettent pas torse nu pour se transformer en loup-garou. Ils se mettent torse nu, mais c'est pour se foutre sur la gueule. Non, il y a de la drogue, il y a des armes, non, c'est vraiment, c'est crade, on peut le dire. D'ailleurs, en termes d'ambiance, j'avais fait une comparaison parce que j'ai un peu recommencé à revoir. Je trouve que si vous connaissez la série Banshee, il y a un peu ce côté violence et tout, un peu ce côté justement petite ville. C'est ce côté un peu Amérique profonde, quoi. Et là, c'est encore plus profond parce que il y a, moi, il y a un truc même qui m'a marqué. Même Sons of Anarchy un peu aussi. Il y a un truc qui m'a marqué dans le comics qui dit qu'en fait, ils sont la plus grande, parce que au final les États-Unis c'est la plus grande puissance mondiale, ils sont le tiers monde dans cette c'est ça, mais on voit très bien en fait Amérique lucrative où ils sont en fait c'est vraiment, on sent que les Indiens ils sont abandonnés et mais tu vois c'est super triste parce que je veux dire les Amérindiens c'est le peuple original des États-Unis, c'est les natifs et ils sont traités même encore maintenant comme de la merde. Alors après, ce qu'il faut bien dire, c'est que Jason Aaron n'est pas amérindien, mais qui s'est documenté pour vraiment essayer de parler de la façon la plus, on va dire, juste possible de cet univers-là. Mais il faut pas oublier que c'est une fiction. Après, aussi, c'est pas le thème de le jugez pas. Non, mais je pense que quand même, il a essayé de dire le moins de conneries possible. Mais il faut pas voir ça comme un truc genre il est pas engagé, il se permet de parler pour les Indiens ou quoi. C'est une fiction, donc il faut rester sur ça. Et c'est vrai que au travers de cette histoire, on aborde des tonnes de thèmes, et c'est ça qui m'a touché, c'est qu'on a des thèmes qui vont être super tristes sur justement comment ces Indiens vont être leur place. On a des thèmes attendez que je trouve ça comment trouver sa place, comment vivre, comment avoir une identité. T'as l'impression qu'ils sont sans espoir, qu'ils peuvent pas faire des projets d'avenir, genre un gosse il peut pas faire un projet, tiens j'ai envie de devenir tel poste tel machin, ils ont pas les mêmes droits. T'as l'impression que si tu veux subsister, malheureusement ça passe par de la violence. T'as des histoires aussi, par exemple, on en parlait en off sur justement quand tu es métisse, à quel point c'est dur de trouver ta place parce que tu n'appartiens ni t'as les blancs qui te rejettent, t'as les Amérindiens qui te rejettent aussi. Donc comment te positionner? Enfin, il y a plein de thématiques. Pas ton identité. Voilà, c'est un titre super riche. Et j'ai envie de vous demander vous un peu qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce que vous en avez retenu. D'émancipation et d'émancipation. Parce qu'il y a tout un fond culturel autour du parce que on suit Dashiell Badors et qui va être vite confronté à Red Crow qui est le shérif. Le chef même. Le chef de la réserve. Ouais. Et en fait, c'est son oncle, je crois. Ouais, il y a des histoires de non, c'est un mec comme ça, mais il veut pas. Il y a sa mère, par contre, qui était vachement engagée pour les droits des Amérindiens, et il veut pas la voir. C'est une amie de sa mère, un ancien ami. Avec des guillemets, mettons des gros guillemets, de sa mère, et en fait tous les deux ils faisaient un peu, on peut comparer à j'y pense parce que j'ai écouté un affaire sensible sur ça il y a pas longtemps, Action Directe. Donc ils essayaient de de lutter pour c'était la lutte armée pour de la lutte armée pour un peu les Black Panthers, l'émancipation peut-être ouais c'est comparable pour l'émancipation des Indiens. Tu vois, il y a plein de trucs intéressants, surtout que le personnage principal, je crois qu'il bosse avec le FBI, si je me rappelle bien, et il doit enquêter sur la mort et la disparition d'agents, je crois, dans les années 70, il me semble. Et du coup, c'est pareil, il est partagé entre son devoir, quelque part, d'État, puisque lui, il a réussi à sortir de ça et avoir une carrière il a pas envie de revenir. Et son devoir un peu avec ça. Au départ, il hésite pas beaucoup. Moi, du coup, j'ai lu mais toute la série. Plus ça avance, non, il me semble. Quand ça avance, effectivement, la trajectoire du personnage change. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans la série, c'est que au départ, donc effectivement, on commence à suivre donc Dashiell Badors justement, et on se dit que ça va être le personnage principal, et en fait pas du tout. Pas du tout. Des fois il y a des arcs entiers où on le voit pas. On suit vraiment tous les autres ou des personnages qui sont juste là, qui apparaissent en fond et tout. Et c'est vrai qu'il y a toute une évolution. En gros, on suit genre peut-être 4 personnages vraiment importants qui sont là du début à la fin, plus ou moins. Et on va vraiment voir leur trajectoire, comment ils évoluent. On les présente au départ et où est-ce qu'ils arrivent. Et c'est vrai que c'est vraiment plus un truc comme un film choral où vraiment t'as une multitude de personnages que tu vas vouloir suivre et voir évoluer, que vraiment une histoire où tu vas voir ton personnage de départ et suivre. Mais t'as l'impression finalement que le perso principal c'est la réserve en elle-même et. Moi, au niveau de ce que tu disais, on suit plusieurs personnages. Même après j'ai lu que le premier tome, donc je sais peut-être que c'est long en fait. Il y a combien de 60 numéros.
Ah ouais, non, c'est plus long que, il doit y avoir 3 ou 4 intégrales. Il y a 5 intégrales, ouais. Donc, du coup, ouais, effectivement, c'est plus long que je pensais. Mais sur ce premier tome, il y a une narration qui m'a fait penser à la Pulp Fiction un peu, peut-être. Oui, aussi, oui. Tu pars dans le passé, tu reviens un peu machin, c'est décousu, ouais. C'est pas super clair, j'allais le dire. Au début, c'est bien. Parce que du coup, les premières fois où ça arrive, effectivement, t'es un peu confus parce que tu vois l'événement ou la conclusion de l'événement, puis après, enfin, il te montre ce qui se passe, mais pas complètement. On te dit 3 heures plus tôt, on te montre le déroulé de l'après-midi, puis tu reviens à la soirée, on te montre la fin. Au début, c'est cool, ça marche, ça fait effectivement très Pulp Fiction, Tarantino et tout. Mais Jason Aaron, il y a beaucoup recours. Et c'est vrai que ça revient beaucoup. Alors au début, tu te dis, bon, ok, c'est la manière dont il raconte l'histoire, sauf que des fois, il raconte les choses de manière linéaire. Puis des fois, il alterne sur ça. Alors, ça change de rythme, mais des fois, au bout d'un moment, ça fait un peu juste répétition, un peu facile. Ouais. Ça marche, hein, je veux dire, ça crée toujours. Moi, je trouve que des fois, si tu perds en netteté, enfin. Des fois, oui. Des fois, tu peux, parce que des fois, ce retour arrière, ces flashbacks, il les fait sur plusieurs issues. Donc, ça fait que tu reviens en arrière et que tu suis, enfin. Des fois, tu suis pas le même personnage, donc tu vois le même événement, mais d'une façon différente. Parce que mais moi, tu vois, à un moment, j'ai été interrompu dans ma lecture. Et quand je me suis mis, je me rappelais plus quel moment était, j'ai dû repartir un peu en arrière pour me remettre dedans, c'était un peu dommage. Pas très bien maîtrisé. Mais moi je trouve ça cool, enfin j'aime bien cette. Non mais après c'est intéressant parce que ça crée de la tension, etc. Mais des fois c'est moins adroit. Après le dessin, je trouve que encore une fois ça fonctionne bien avec l'histoire. Ça colle parfaitement. Parce qu'il y a ce côté très crade, très violent dans les traits, je trouve un peu. Ouais. Et ça marche plutôt bien. C'est pas forcément des lignes très claires, très précises, c'est un peu c'est assez pas chaotique, mais c'est vrai que ça fait. C'est stressant en fait. T'as l'impression que le mec il tremble un peu. Tu sens l'action du dessin, c'est assez agréable. D'ailleurs, c'est R.M. Gara qui fait quasiment tous les dessins, tous les intérieurs. Il doit y avoir une dizaine d'issues où c'est d'autres artistes. Mais en plus, c'est moi parce que j'ai vu son dessin évoluer effectivement. Parce que des fois, je commençais à lire les issues, puis je reconnaissais pas trop son trait, puis je vérifiais, et effectivement, c'est toujours lui. Et donc c'est vrai que tu vois quand même son trait changer. Au début, c'est vraiment beaucoup plus nerveux, et ça s'apaise. Alors je sais pas si c'est fait exprès par rapport au changement de ton dans l'histoire, ou si c'est juste qu'il a affiné son dessin. Mais du coup, c'est vrai que je crois que j'ai jamais lu j'ai jamais lu une série aussi longue, de bout en bout. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir le dessin évoluer comme ça, parce que souvent, soit ça change d'artiste ou quoi, donc bon, bah forcément, tu vois pas la différence, mais là, tu suis vraiment tout le trajet de l'artiste, c'était assez agréable à faire. Ouais, mais des fois t'as l'impression que c'est dépressif limite le dessin, certaines scènes. La colo, elle est vraiment, la couleur est très très bonne. Ouais, et il est vraiment dans le site, t'as l'impression que le mec t'as vraiment l'impression que c'est limite le personnage que t'es en train de lire qui se dessine lui-même le truc, ou comme si t'étais dans sa tête et que tu vois via le prisme du personnage. Et quand t'as des personnages qui sont un peu dépressifs, ils ont tous pas envie d'être ici, quoi. Enfin, tu sont tous dans le même Red Crow qui doit vivre sa meilleure vie puisqu'il est le chef du village quand même, donc de la réserve, mais tu sens que c'est un mec dépressif c'est ça. Il y a enfin, pour pas spoiler, il y a une image qui est vraiment bien. Après je sais pas si c'est dans la tête du personnage ou il y a un personnage qui voit les je sais pas si ça revient après, qui voit les animaux totems. Je trouvais que c'était pas mal. Et celui de Red Crow, bon je veux pas le spoiler, mais c'est de la bonne gueule quand tu le vois la première fois, c'est vrai que c'est on le revoit après. Tu le revois, un autre moment. Ok. Ça change en plus. Enfin, c'est pas pareil. Mais c'est vraiment super bien. Et moi j'ai trouvé ça fou. Je me dis en fait ça explique vraiment. Tu pourrais dire mais c'est débile, c'est juste un animal, qu'il y est. Mais en fait non, ça t'explique vraiment des trucs du personnage. Mais en plus, je trouve qu'à chaque fois c'est bien trouvé. Mais t'as cette histoire aussi modernité, on va dire société moderne et versus tu vois les traditions. Et tu vois que les plus vieux en fait sont attachés à ça, mais t'as les plus jeunes, ils sont vraiment en rébellion contre ça parce que justement t'as l'impression que ça leur bouffe la vie, quoi. Que ça les retient plus que ça les pousse en avant, quoi. Et c'est vrai que t'as ce côté très intéressant dans l'histoire qu'effectivement Jason Aaron c'est un auteur américain, et le comics a pas forcément vocation à être éducatif, à vraiment t'éduquer sur l'histoire amérindienne, etc., sur les cultures et les coutumes, mais il a quand même, je pense, assez fait de recherche pour que ce soit au point de vue histoire, genre ce qui leur arrivait face aux Américains, aux colons, etc., et même dans leur culture, que ce soit en termes de croyances et tout. Ça a l'air assez recherché pour avoir des détails qui quand même fonctionnent et qui sont intéressants à suivre, qui ajoutent de l'authenticité, quoi. Effectivement, il y a des dialogues, des fois des paroles où ils parlent dans... le personnage de Catcher, qui est un peu... l'espèce de gourou, puis t'as des petites références des fois à l'historique entre justement les Amérindiens et le FBI, et on pense justement à des massacres qu'il y a eu par moment. Mais ça revient beaucoup sur l'histoire, il y a beaucoup de personnages qui à chaque fois reviennent. Je sais plus qui c'est qui dit qui expliquait comment les Indiens...
comment les Indiens se sont battus et tout. Enfin, au début, t'as des petites, t'as plein de mentions. T'as plein d'issues, t'as plusieurs issues, tu dois en avoir 4-5, où c'est complètement détaché de l'histoire, et juste faire une espèce de point sur l'histoire, enfin pas un point, mais on te raconte, sur 20 pages, on te fait un moment, c'est vers la fin, c'est une issue, un chapitre qui s'appelle l'art du scalp, enfin l'art de scalper, et en fait, on te montre comment certains Américains, pendant la colonisation, enfin le 19e siècle, avaient repris cette tradition, enfin cet acte de scalper, et qui du coup scalpaient les Indiens pour revendre les scalps, etc. Et du coup, on te raconte une histoire de vengeance, etc., de cercle vicieux, enfin. Et c'est cool, ça ajoute rien à l'histoire en soi. Je veux dire, tu le vois tu passes ce chapitre, c'est pas grave, tu comprends quand même l'histoire, mais ça rajoute du background un peu. C'est intéressant, savoir ça. Hein. Et puis tu comprends pourquoi ils en ont. Oui, ça reste un point historique quand même. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans la série. C'est ce que j'en parlais avec James justement. Ce que j'aime bien dans la série, c'est quand il y a un propos. C'est pas juste une histoire pour le but de raconter une histoire. C'est que on parle beaucoup donc du racisme, de la condition des Amérindiens, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est quand même l'histoire de polar, de thriller, etc., de meurtre, de secret. Et en toile de fond, on a tous les problèmes de pauvreté, de drogue, de crime, de prostitution, etc. Et c'est un bon mélange, quoi. Parce que sinon, après, c'est trop évident. Enfin, ça apporte une réflexion qui est plutôt intéressante. Et ça permet aussi d'avoir un aperçu d'un visage des États-Unis. Parce qu'on voit pas tout. Et c'est vrai que c'est intéressant de dire que les États-Unis, c'est aussi ça. Et c'est important. Tu dis qu'ils sont pas bien lotis. Ah non, clairement, les Amérindiens, ils ont bouffé quand les colons sont arrivés, ils bouffent encore, hein. C'est vraiment... C'est un scandale. Oui, non, c'est affreux. La condition de vie qu'ils ont, c'est affreux. Enfin, Il y a un truc qui était marquant qui disent il y a une prohibition de l'alcool dans les réserves, et pourtant c'est des États où l'alcoolisme est le plus élevé, quoi. Puis t'as les fameux aussi casinos indiens et tout ça. C'est ce qu'il essaye d'ouvrir souvent ils disent on escroque les blancs grâce à ça. Enfin, je trouve ça. Tout le monde se fait escroquer au casino, c'est pas que les blancs. C'est pas que les blancs. Mais bon, pour eux, c'est comme une Et puis ça, ils vivent ça. Enfin, tu sens les gens un peu désabusés. Où il y a un moment où t'as des jeunes qui disent regarde parce que le casino est pas encore ouvert au début du tome. Il ouvre à la moitié du tome, je crois. Ouais. Et ils disent regarde dans cette réserve en Floride, je sais plus quel camp, ils touchent $6,000 par mois grâce au casino et tout. Et donc et c'était un peu c'est un peu le rêve américain, le rêve de leur rêve, c'est de toucher cet argent des casinos. Et t'as un personnage qui leur dit mais nous on est en Alabama, enfin non, c'est dans le Dakota. Dans le Dakota du Sud. Y a personne qui va venir là, y a rien, quoi. En Floride t'as la mer, t'as les trucs là. Non mais c'est ça, c'est toute une réalité effectivement qui est très peu montrée, très peu connue, enfin ignorée on va dire. Et mais le comic c'est assez bien fait effectivement, parce que au lieu de se concentrer seulement sur un personnage, le personnage de Bad Horse, on suit vraiment tout le monde et on découvre vraiment comment tous vivent ça à leur niveau, que ce soit pour essayer de s'échapper à ça ou pour essayer de sauver la situation. T'as le père qui veut que son enfant ait une meilleure vie aussi. Enfin t'as plein de trucs comme ça. T'as la pauvre fille droguée qui passe d'homme en homme. Enfin, mais ce qui est intéressant, c'est triste en fait. C'est qu'on suit beaucoup. Au début, on suit beaucoup d'Achiel, et qui est donc Bad Horse, qui est dans un milieu très très violent, où c'est très très violent. Il se bat tout le temps, il est tout le temps. Lui en fait, il fait les labos de maître. En fait, il est devenu flic, une espèce de flic tribal, je crois. Et il va déloger les labos de maître. Donc on le voit en train de se battre tout le temps, et ça tire de partout. C'est très très violent. C'est dur. Ouais. Et après, tu tombes sur des petits moments un peu plus de comment dire, de vie quotidienne. Je pense notamment quand on suit un des Pourbert, je sais plus comment il s'appelle ce personnage. C'est Dino, non? Ouais, Dino, qui lui est un mec normal, un mec lambda, qui essaie de survivre, qui a une gamine, qui a une famille qui a l'air très très dépendante et très compliquée. Je crois que c'est un ancien drogué. Et non, lui c'est un dealer. Il a pris en gros, il s'est fait choper avec un peu de weed et du coup il est en probationnel. Et du coup il a 16 ans en fait, c'est un mineur, et du coup il doit s'occuper de sa gamine, il vit chez sa grand-mère, et effectivement tu le vois essayer de faire des petits boulots de merde pour survivre, quoi, parce que sinon s'il veut pas crever de faim, faut qu'il bosse, quoi. Et il a ce rêve de partir. Et au final, on le voit, sans spoiler, que t'as toujours ce partage. Enfin, ils sont tiraillés entre cet attachement aux traditions, à leur terre, à leur famille,
Et en même temps, et leur communauté aussi. C'est d'avoir une meilleure vie aussi en même temps. Parce que c'est compliqué. Se dire, est-ce que ça me tire vers le bas ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui me ramène à la réalité. C'est ça. C'est très intéressant. Moi, je m'intéresse à la culture américaine, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup étudié. Ouais. Et même si encore une fois le comics n'a pas forcément une portée éducative, il ouvre quand même pas mal de portes. De portes, ouais, c'est vrai que je me suis retrouvé à faire pas mal de recherches des fois. Tiens, moi aussi, justement, parce que je voulais en savoir plus, voir si quelle était la part de vérité, la part de fiction et tout ça. Oui, effectivement, quand il parle de Billy, le général Custer, quand il parle de Dick Tommy, le dieu farceur, plein de choses comme ça qui sont des fois juste mentionnées, qui sont plus ou moins d'importance, mais qui sont agréables, c'est agréable de les voir pointer quand même et de les voir mentionner parce qu'il y a des trucs qui reviennent. Et il y a parce qu'en plus c'est souvent l'histoire avec les Amérindiens, c'est un peu comme l'esclavagisme aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on préfère garder secret. Et c'est vrai que là du coup c'est quand même mis à découvert quoi. Et puis tout le monde en prend pour son grade. C'est vraiment ça ratisse large. Mais non, puis voilà, effectivement les questions, les problématiques de pauvreté, etc. C'est vraiment, je trouve, amené de manière assez intelligente, comme tu disais tout à l'heure, le métissage avec le personnage de Diesel, qui est du coup un homme blanc mais avec 1/16 de sang amérindien. Qui lui se voit comme un indien. Lui se voit comme un indien et du coup tout le monde lui dit à lui crache à la gueule, t'es un sale ça blanc. Et lui du coup il sait plus comment se positionner et tout et c'est et surtout alors au début moi je dis parce que c'est vrai que souvent alors des fois tu l'entends cette blague dans les séries les films c'est oui mais moi je suis indien parce que j'ai 1/16 de sang, il y a beaucoup de gens qui disent ça et c'est risible en fait parce que c'est pas beaucoup, t'es blanc quoi, je veux dire, c'est ça. T'es considéré comme blanc, t'es pas considéré comme indien. Et au début, je me suis dit, c'est juste un espèce de clin d'œil un peu appuyé sur ça. Et en fait, non, le personnage, après, effectivement, quand on a les flashbacks sur son enfance, on voit que il y a un vrai propos derrière. Et c'est quelqu'un qui vivait dans une réserve indienne et qui s'est fait virer parce qu'il avait pas assez de sang, qui est moqué, qui est rejeté, qui est vu par les blancs comme un blanc, mais quand lui, il se considère comme un indien et lui, il dit, non, t'es juste blanc parce qu'en plus, c'est un blond. Il est pas du tout le physique indien. Et c'est vrai, c'est toujours toutes ces problématiques à chaque fois c'est amené de manière assez c'est marrant parce que quand on voit ça on voit sur 2 pages différentes tu tournes la page, tu vois l'enfance de Diesel donc qui justement lui s'en prenait plein la gueule parce que il voulait être indien et que tout le monde le tabassait parce qu'il l'était pas. C'est ça. Et à côté tu vois l'enfance de Red Crow qui lui a été élevé par des jésuites qui voulaient à tout prix le convertir à la chrétienté et lui il voulait pas parce que il voulait son identité mais tu vois aussi c'est intéressant, on en parlait avec Luca Tarantino, mais c'est un truc qui arrive souvent aux États-Unis, c'est l'espèce d'appropriation culturelle, ça revient souvent. C'est-à-dire que t'as des gens qui en fait tu vois, comme le cas Tarantino qui lui dans sa tête limite se croit noir alors qu'il l'est pas et qui se rend pas compte qu'il peut pas parler pour une personne afro-américaine. Il faut il y a des choses qu'il peut pas dire. Après, mais il s'en rend pas compte et t'en as plein qui sont comme ça. Iron Fist c'est totalement ça, c'est un blanc qui arrive et qui s'approprie complètement la culture asiatique mais c'est des choses, tu vois, et c'est des choses qui sont c'est clair, mais si tu regardes par exemple sur les réseaux sociaux et tout, quand t'as des stars qui font des trucs, je vais prendre un cas que j'ai vu dernièrement, par exemple, un exemple, Kim Kardashian qui se fait des tresses justement à la mode, tu sais, africaine. Les gens hésitent pas à aller l'avant en disant non, ça nous appartient, c'est notre culture, t'as pas à le prendre. Et elle voit pas elle où est le problème, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça qui se passent aux États-Unis. T'as souvent, c'est ça, et t'as souvent ce truc d'appropriation culturelle qui revient de plus en plus. Alors qu'avant les gens osaient pas forcément dire, et je trouve qu'il y a un espèce de gain d'envie de revendiquer ses origines qui se fait de plus en plus voir aux États-Unis. C'est quelque chose que vraiment moi mais c'est un truc qu'on s'est posé la question en se disant merde, comment on peut parler de ça sachant que ça parle ça parle d'une réserve d'Amérindiens, de vie de gens amérindiens, et c'est écrit par un Serbe et un blanc quoi, donc qui a pas qui a pas vécu, qui a pas l'authenticité. Il faut du respect, c'est ça. Il faut pas hésiter à aller parler. Non, mais tant que c'est fait avec respect, que t'as la personne qui fait des recherches, qui hésite pas à aller s'entretenir avec des personnes qui vivent ça tous les jours, il y a pas de mal, mais ça sera toujours le point de vue d'une personne américaine blanche qui va témoigner de ce que lui ou elle aura perçu, vu. Voilà. Donc il faut toujours préciser. La même chose il y avait tout un, on peut penser à la brouille entre comment il s'appelle donc Tarantino et Spike Lee qui dit oui, t'as pas le droit de raconter cette histoire là
tu l'as pas vécu, tu l'as pas. C'est ça, t'as pas le droit d'utiliser le mot nègre parce que tu n'es pas noir. Et à côté de ça, t'avais Samuel Jackson qui essaie de défendre Tarantino, mais le problème c'est que ok, il le dit pas méchamment, il se prend pour quelqu'un de noir et tout. Un blanc qui dit nègre, c'est quand mais ça marche pas, voilà, parce que ça marche pas parce que il a pas il est pas afro-américain, il a pas l'origine, et comme l'a dit Spike Lee, il a pas vécu, c'est pas ancré dans son histoire, donc il peut pas. Mais à la rigueur, il viendrait dire, voilà, j'ai envie de raconter cette histoire de mon point de vue blanc parce que ça me touche, ça me révolte, ou un truc comme ça. Tu vois, ça serait intéressant. Mais le problème de Tarantino, c'est qu'il est too much et que je pense qu'il a il se sent dans la communauté. Il aime tellement la blaxploitation. C'est ça. Bon, après il y a peut-être la drogue aussi, je sais pas. Le sujet vous intéresse, il y a Paul Raconte qui a fait qui fait des super vidéos sur plein de trucs, et notamment sur Tarantino, qui est très intéressante. Mais moi je serais pas étonné que Tarantino, tu vois, il ait des petits soucis peut-être un peu psychologiques. Bon, après on sait que la drogue ça y allait aussi, mais tu vois, c'est triste parce que je pense pas qu'il ait de mauvaises intentions, mais seulement il a le mauvais discours. C'est ça un peu qui me gêne en fait. Et je crois qu'à un moment Scalped avait été prévu en série télé. Oui, on en avait parlé dans une news. Mais ça pourrait être cool. Ça pourrait être intéressant d'affronter tout ça. Il y a plein de scènes des fois un peu plus spirituelles, hallucinées. Et même au niveau de et les thématiques sont importantes, c'est des trucs qu'on voit pas n'importe. Les thématiques très importantes, même au niveau graphique, c'est assez intéressant. Il y a tout un jeu, tu parlais de la coloration qui était très bien. Effectivement, il y a des scènes qui sont vraiment saturées de teintes spécifiques, que ce soit du bleu, vert, orange, etc. Il y en a qui sont de manière réaliste, mais effectivement les couleurs jouent un rôle assez important dans l'histoire. Oui, elles vont nous montrer un peu ce que ressentent les personnages. Encore une fois, Vertigo nous montre que Vertigo, c'est de la qualité, ça c'est sûr. C'est important de faire des comics, de raconter des histoires qui ont quelque chose à dire, pas juste raconter une histoire, le bien contre le mal. C'est plus compliqué que ça. Tous les personnages ne sont pas bien. Mais la vie est compliquée. Oui, c'est ce que disait Mathieu, parce que Mathieu aime beaucoup cette série. Malheureusement, il a pas pu être là, mais il aime beaucoup cette série, il en parle souvent. Et c'est un des trucs qu'il disait souvent, c'est que tous les personnages, même des gens que vous allez trouver détestables, à Red Crow par exemple, qui est un connard. C'est un nom qui claque d'ailleurs. Oui, c'est clair. Qui s'appelle Corbeau Rouge. C'est comment limifier en anglais? De quoi? Limifier en anglais, ça fait comment? Ça serait Proud Hound, je pense. Bon, ça va. Hound? Proud Hound. Bah oui, c'est limier, c'est ça? Ah oui, non, c'est limier du coup, c'est pas lévrier. Si, Hound, c'est ça. Hound, c'est de toute façon limier c'est Hound. C'est moi qui suis traducteur. C'est ça? Non, c'est la même chose, limier c'est. Oui, mais non, mais lui c'est lévrier qu'il a dit. Oui, moi c'est lévrier. Oui, mais lévrier, ils font de la chasse, c'est pareil. Tu joues sur les mots un peu. C'est pas grave. Non, mais je suis d'accord avec ce, je valide. Du coup, voilà. Oui, donc Red Crow qui est un connard fini. Il est présenté au début de la série. Ouais, au début, comme quelqu'un de pas sympathique. Ah non, c'est un peu le parrain, quoi. Oui, voilà, c'est un gros baron. Et apparemment, plus tu avances dans la lecture, plus tu vas comprendre les motivations du personnage. Il avait pas le choix, c'est la vie. Après, il y a des personnages, c'est des connards finis, c'est juste des monstres. Mais voilà, les personnages qu'on suit vraiment, dont on voit l'évolution, eux, il y a vraiment plus de complexité. Même l'agent du FBI, comment il s'appelle? Nitz. Ouais, même lui, tu comprends que... Ou non, c'est un connard. Son histoire est développée, mais je vais pas raconter, mais bon, ça reste un connard. D'accord. Ouais, il a son histoire, mais bon, tu vois juste que ça a été un connard toute sa vie, quoi. D'accord. Il y a des gens comme ça, ils naissent connards et ils meurent connards. Regarde Faye. Quoi? Comment ça? Que j'ai entendu? Que j'ai entendu? Mais ça va pas? Mais voilà, au moins pour les. Je me vengerai. Au moins pour Lincoln et Dashiell, c'est vraiment t'as une vraie progression dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont été, pourquoi ils le sont, dans leur relation. Enfin, c'est vraiment super agréable à suivre. Putain, j'ai envie de lire la suite maintenant. Vraiment, je te conseille, c'est vraiment super bien. Ok. Tu les as lus super vite, mais. Oui. Parce que j'avais rien à faire au bureau. Mais c'est parce que c'était très bien, vraiment. J'espère que ton patron n'écoute pas. Alors, on va dénoncer le patron de joie. Mais c'était, non, c'est vraiment une très bonne série que je conseille. Puis c'est pas si long que ça fait 5 intégrales. Puis c'est beau, c'est vraiment beau. C'est très très beau, ouais. J'aime beaucoup les couvertures aussi de Jock. Même si toi, je sais alors, moi j'aime pas. Alors, j'avoue que les couvertures, elles sont bien. Une fois sur deux. Il y en a qui sont très moches, il y en a qui sont très bien. Mais celle du premier tome, elle est très bien. Celle du premier tome, elle est bien, ouais. Ça impose, quoi. Mais Jock, il est bien en couve. En intérieur, ça doit être pas... T'as pas lu Witches? Non. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ouais, non, moi j'aime pas trop. Ouais, non, j'aime pas trop Jock. Ouais, je pense que ça doit être fatigant. Comme style. En intérieur. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus.
Moi, je sais plus. C'est pas grave. Moi, j'ai plus rien à dire. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Ouais. Lisez Scalped. Ouais, c'est vraiment une série. C'est pas pour tout le monde, parce que c'est assez dur comme thème. Lisez-le quand vous êtes pas déprimé, voilà. Ouais, non, puis même, c'est vraiment au niveau de ce que ça raconte et tout, il y a des scènes, c'est violent, des fois. Ouais, c'est violent, puis même, il y a la violence émotionnelle et psychologique qui, des fois, est pas possible. C'est ça. Donc, ouais, non, et même le tome 1, vraiment, à la fin, moi, je pense que je vais attendre un petit peu avant de lire la suite, parce que, voilà. Mais peut-être je lirai la suite. Après, l'histoire est prenante. C'est vraiment policier, puis ça... Ouais, le côté thriller qui prend le dessus. Effectivement, c'est le côté noir, où c'est vraiment une histoire policière, mais dans tout ce que ça de plus sordide, quoi. C'est des meurtres de 20 ans et tout, enfin, c'est vraiment, ça m'appelle le film qu'on avait vu avec Jeremy Renner et la petite Olsen, là, qui était pas mal aussi. Bien, ça. Bah, il était bien, franchement, on l'avait au ciné. Trop bien avec des pinceaux. Moi, j'ai bien aimé, je trouve que l'enquête était sympa, puis tu voyais un peu ça se passe dans une réserve, en fait, et elle, c'est une agent du FBI. Non, mais moi, j'avais bien aimé. J'avais bien aimé. Bah écoute, on est allé le voir comme ça, tu vois, au hasard. J'ai bien aimé. Il y a Elizabeth Olsen dedans. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je le répète. Ce que tu as dit. Non, mais tu testeras, tu me diras ce que t'en auras pensé. C'est moins violent que Scalped, mais ça se voit. Bon bah je le répète, ne tapez pas Scalped sur Google Images. Alors mettez bien comics avec. Ou Vertigo, quelque chose. Après, si c'est des gens qui sont attirés par les scalps, ils peuvent regarder aussi. C'est votre choix. Faut en vouloir. Hein. C'est votre choix. Je sais pas, il y a peut-être des comics, ça a l'air bien dégueulasse. Ouais. Tu sais, les gens, il y a des fétichistes de tout. Alors maintenant, moi, je serais plus étonné de rien. Ça, c'est des gens qu'il faut mettre en prison. C'est pas des fétichistes. Bah, merci, Hound Pride, ou Pride Hound, et merci à Nuage Soleil Levant. J'ai changé de nom 40 fois cette émission. C'est pareil. Tu es libre, donc tu changes plein de fois de... Appelle-moi Qui-Gon Jinn, allez. D'accord. Pourquoi? T'as un lien avec Liam Neeson? Ouais, c'est mon grand-père. Non, je déconne. Non, mais je l'aime bien. Quand une série Qui-Gon Jinn, ce serait trop bien, une série Qui-Gon Jinn. Alors, étant donné le roman qu'ils ont fait dernièrement, Master and Apprentice, si c'est pour voir un mec qui est obsédé par sa prophétie, le bouquin suffit, c'était déjà trop long. C'est pas l'histoire des Jedi, ça, être obsédé par une prophétie? Pas tous. Pas tous. Il y en a qui font d'autres trucs à côté. Non, il y en a, ils s'en foutent, hein. Il y en a, ils sont tarés. Parce qu'Obi-Wan qui attend Luke sur Tatooine, mais tu sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Ça va se passer au moment de Solo, alors peut-être qu'on peut retrouver. Même toi, t'as dit qu'il y aurait rien. Non, mais on plaisante tous, c'est la petite blague de dire que la série, ça serait Obi-Wan qui mate un gosse sur une planète en mode pédophile. C'est la petite blague qui revient, mais faut attendre de voir. Qui fait des châteaux de sable dans sa caverne. Voilà. Ça va être vachement bien. Il va faire des concours de châteaux de sable. Après, moi, j'aime bien Ewan McGregor, donc pourquoi pas, mais... Ouais, moi, j'attends de voir, de toute façon. De toute façon, dans Rebels, on avait déjà un aperçu avec un certain combat. Le personnage qui fait Obi-Wan, l'acteur, il avait pas craché sur la licence. Obi-Wan? C'était Alec McGuinness. C'était Alex. Non, c'est qu'il comprenait pas trop en fait. C'est qu'il comprenait pas trop. Non, mais c'est qu'il avait du mal justement. Il comprenait pas le côté, enfin ce que voulait faire Lucas et tout. Enfin, c'était vraiment le mec qui a fait ça en fin de carrière parce que voilà. De boire de la Guinness. Oh là allez, et je pense que c'est l'heure de terminer ce podcast. Et notez que James a pris une pinte de jus d'orange. Ouais, j'ai une pinte de jus d'orange. Il va avoir mal rincé le fond, je pense. Il va y avoir de la bière. Et nous, on était à la bière, on était vraiment pertinent, j'ai trouvé, sur cette émission. Ah, moi, j'ai pas été pertinent. Non, parce que t'étais au jus d'orange. Il est pas à fond, James. Ouais, je rigole, j'ai toujours pertinent. On se retrouve la semaine prochaine pour la première de la saison 4 de Comics Discovery. On va vous parler de l'éditeur Paperback, enfin du label de Casterman Comics Paperback. Donc on va essayer de faire une grosse émission. J'espère que tout le monde sera là, sachant que Cédric a dit qu'il serait pas là déjà. Toi, je sais plus. Oui, non. Allô, l'heure où blanchit la campagne, on sera la réponse. Voilà. Moi, normalement, je serai là. Oui. D'accord. Bon, bah, voilà. Cette semaine va être chargée en podcast, mais en enregistrement. Donc, je ne sais pas si on aura sorti beaucoup de trucs entre temps. Cette semaine, il y a le Geek en série sur l'agence touriste qui est sorti. Déjà. Voilà, l'agence touriste. On vous prépare un bonus Véronica Mars qui devrait être bien agité. Un bonus Smile Hunter aussi. Ouais, je sais pas quand on l'enregistrera. La saison 2. Elle est très bien. Et puis on va bientôt enregistrer et on va bientôt enregistrer la première de la saison pour Geek en série aussi. Ouais. Sur Game of Thrones, comme on l'a dit, on va faire le bilan. C'est l'heure du bilan. Voilà. Donc voilà. Faire plein de choses. Normalement, on se retrouve en direct. Je l'ai appris
aujourd'hui, puisque je viens de recevoir un mail de la radio le 16 septembre pour le premier live de la saison. A priori, c'est sur non, je suis si Def. Bon, ça sera la surprise. Ce sera la surprise. Vous verrez sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je me pose une question et dites-moi en commentaire. Je me dis peut-être que Twitch est une plateforme plus appropriée pour les lives, parce qu'il y a plus de gens qui cherchent des lives sur Twitch. Donc je me dis peut-être. Ouais, mais il faut créer un compte pour pouvoir interagir. Mais j'ai le compte d'MCFA qui. Non, mais les gens. Ah oui. Bah YouTube aussi. Hein. Ils peuvent mettre des messages sans. Non, tu peux pas aller sur le chat, mais tu peux regarder. Ouais, mais bon, c'est l'intérêt, c'est qu'ils viennent parler avec nous, quoi. Donc. Bon, écoutez, dites-nous ce que vous préférez, les enfants. Ce que vous préférez, YouTube ou Twitch. C'est comme vous préférez. Bah voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des news. Tapez James FA ou Comedy Discovery sur les réseaux sociaux. Pascal, tapez Pascal. Ouais. Voilà. Sauf si vous êtes des pervers. Scalp, mais James FA à côté, peut-être. Les scalps de James FA. Pourquoi je rigole comme ça? Moi, je saurais. Je ne sais pas. Et n'oubliez pas, il y a eu on a sorti un gros épisode de Ciné Blabla sur Godzilla, qui est très cool. C'est ça. Et le prochain va mettre du temps à monter. Oui. Oh, mon Dieu, on encourage James qui a 4 heures à monter d'hystérie. Ouais, surtout avec avec 2 hystériques du Seigneur des Anneaux, c'est fait. À la semaine prochaine, lisez des comics et puis c'est tout. Ouais. Salut. Allez, bye.